Quel conseil je regrette d'avoir donné? Tous. Je leur dis: «Mais moi aussi j'ai foiré là-dessus. Vous êtes pas seul en fait». C'est pour ça qu'il arrive à faire la poule à des gens devant 5000 personnes. Le premier réflexe du cerveau, c'est de dire non. Ceux qui ne le veulent vraiment pas, ils ne le font pas. Il y a plein de choses qui nous arrivent, qui nous posent problème, qui sont dans notre tête. C'est n'importe quoi. Pourquoi vous m'avez quitté ma femme? Pourquoi vous m'avez quitté mon mari? Maintenant je suis malheureuse et toute seule. Avant j'étais malheureuse mais avec lui. Je veux dire, on n'est pas payé pour donner des conseils. C'est une baguette magique, c'est un truc que je peux plus entendre, quoi. C'est faux, ça les induit en erreur et ils risquent d'être déçus. Déjà je suis pas sûr que ce soit une manie de vous répondre même si je savais. Et en plus, là pour le coup je sais vraiment pas. S'il y avait une règle numéro 1, ça serait celle-là. On ne peut pas changer le passé. On peut complètement changer ce qu'on en raconte au point où le passé ne soit plus du tout un problème. Comment on n'est pas thérapeute avec ses amis? J'ai toujours pas résolu cette question. Plein de questions et plein de réponses. Aujourd'hui, c'est le premier épisode d'un nouveau format qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des questions pas correctes. Sur la chaîne, c'est arrivé plusieurs fois que je vous parle du fait que des fois une thérapie, elle peut ne pas marcher, non pas parce que la thérapie c'est nul, mais parce que vous n'avez pas forcément rencontré soit la bonne personne ou bien la bonne approche, les bons outils thérapeutiques pour vous aider à aller mieux. Par exemple, j'ai plein de patients qui sont un peu étranges et qui sont très contents de rencontrer une thérapeute un peu bizarre comme moi qui donne des conseils chelous et qui marchent pour eux. Alors que je vais pas forcément convenir à d'autres gens avec qui les trucs chelous ça marche pas bien. Vraiment, une thérapie pour que ça marche, faut que ça matche humainement et faut que ça matche dans les outils. Mais je vous dis ça, sauf qu'en fait je vous apporte pas forcément de solution parce que des thérapeutes et des approches vous en connaissez pas mille, c'est pas votre métier et vous avez pas forcément toute la thune du monde à flinguer, à tester des thérapeutes à droite à gauche jusqu'à trouver le bon. Et du coup j'ai eu envie de vous montrer plein de gens. Donc je suis allée rencontrer des personnes qui travaillent dans l'accompagnement, que ce soit en tant que thérapeute, que ce soit en tant que psychologue, en tant que diététicien, qui accompagnent des problématiques diverses et variées, pour que vous puissiez voir que des gens différents il y en a plein, des approches il y en a plein et peut-être que parmi tout ça il y en a qui peuvent vous convenir. C'est des gens que j'ai vraiment vu travailler, avec qui soit on a eu des passions en commun, soit on a pu faire de la covision, et je me suis rendu compte qu'ils avaient une manière d'approcher le monde qui leur ressemblait vraiment à eux, que j'ai pu admirer et qui a vraiment changé un truc chez moi, qui m'a fait réfléchir différemment. Et je me suis dit c'est quand même con qu'il y ait que moi qui en profite dans ces discussions-là, autant que je vous montre le type de questions que je peux leur poser, les réponses qu'ils me donnent, et que peut-être à vous aussi ça puisse vous apporter et que ça puisse vous inspirer pour trouver votre thérapeute par la suite. Un genre de speed dating absolument pas speed du tout quoi. L'invité d'aujourd'hui, je l'ai rencontré quand je me suis installée à Rouen. Vu que j'aime beaucoup travailler en réseau, c'est-à-dire de connaître plein de professionnels qui font plein de choses pour que quand mes patients ils ont un besoin, je puisse les orienter vers quelqu'un qui est vraiment bien pour eux, et bah du coup, j'ai pris les numéros de téléphone de absolument tout le monde qui travaille dans l'accompagnement, et c'était long, genre vraiment très très long. Et quand j'ai fait la liste des hypnothérapeutes, je suis tombée sur le cabinet du compteur. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est bizarre? Et forcément, vous me connaissez, si c'est bizarre, ça m'intéresse, et donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie de rencontrer qui est donc cette personne qui a un cabinet de compteur. Il s'appelle Victor Duhaillon et il m'a vraiment réconcilié avec l'hypnose. Alors que franchement, c'était pas gagné. Il est hypnothérapeute, il est formé aux thérapies brèves et aussi il a une spécificité que j'avais jamais rencontrée avant, c'est qu'il fait du compte thérapeutique. Si ça vous dit rien, c'est très normal et de toute manière on va en parler plus tard dans la vidéo, mais la première question que je lui ai posée c'était celle-là. Tu réponds quoi aux gens qui disent « je suis pas sensible à la suggestion et l'hypnose ça marche pas sur moi ». Je suis pas sensible à la suggestion, à l'hypnose, ça marche pas chez moi. Il y a 2 trucs que je peux répondre à cette, alors c'est pas une question, à cette affirmation. La première, c'est sûr, je suis pas sensible à la suggestion, parce que c'est pas exactement la même chose que, l'hypnose, ça marche pas sur moi ou ça marchera pas. Déjà, avant d'expliquer ça, il y a un truc intéressant, c'est que cette phrase, elle est uniquement dite par des gens qui n'ont jamais essayé de faire de l'hypnose. Parce que tous ceux qui ont essayé, ils savent que c'est faux, parce que quelqu'un leur a prouvé le contraire. La raison pour laquelle on peut prouver le contraire, c'est que toute communication, c'est une tentative d'influence. Du coup, dire je suis pas sensible à la suggestion, ça veut dire jamais personne ne m'a parlé et ça a changé quoi que ce soit chez l'un, d'aucune façon. Et ça, c'est impossible. On nous a parlé, nos parents nous ont raconté des trucs et ça a changé qui on est. Nos amis nous disent des choses et ça change les perceptions qu'on a sur nous ou sur le monde. Donc, on est tous suggestibles, influençables. Ça, c'est le premier truc. Et puis le deuxième, pour la partie plus l'hypnose, ça marche pas sur moi. La règle de base de l'hypnose, c'est que tant qu'on peut dormir, on peut être hypnotisé. Parce que l'idée, c'est que l'hypnose, c'est différent mais proche du sommeil et que les mêmes conditions s'appliquent sur l'hypnose. Donc, si on est dans un endroit confortable, dans lequel on se sent en sécurité et éventuellement avec des gens de confiance, que ce soit la personne ou les personnes qui dorment à côté de nous ou la personne qui nous accompagne sur une séance d'hypnose, on peut être hypnotisé. C'est accessible à tout le monde. Et le dernier petit élément pour finir, c'est que la raison pour laquelle tout le monde peut être hypnotisé et que toutes les personnes qui peuvent dormir
peuvent être hypnotisés, c'est que c'est pas les hypnothérapeutes, les hypnotiseurs de spectacle ou n'importe qui pratique l'hypnose qui hypnotise les gens. C'est le propre cerveau des gens qui les hypnotise. Dans l'idée, ce que font les hypnothérapeutes et les hypnotiseurs de spectacle, c'est qu'ils proposent, ils font des suggestions, ils proposent à l'inconscient de la personne d'hypnotiser son humain et pas d'être hypnotisé par la personne qui est en face. Donc, une autre loi de l'hypnose, c'est que toute hypnose est finalement de l'auto-hypnose. J'ai un côté bon élève. Quand un thérapeute me dit de faire quelque chose, j'ai envie d'y croire et j'ai envie que ça marche. Et pour le coup, j'ai plutôt tendance à suivre les consignes qu'on me donne. Du coup, quand je fais ce qu'on me demande de faire pendant une hypnose, est-ce que je fais semblant? Est-ce que je triche? Ou bien est-ce que ça veut dire que l'hypnose, elle agit vraiment sur moi? Alors, les deux sont possibles. D'ailleurs, techniquement, les deux doivent être testés. En gros, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui jouent le jeu et ils pensent, à raison et à tort, que ça va aider la personne qui pratique. Donc, si je suis une bonne élève, si je suis ce que l'on me dit, ça va être plus facile pour la personne de m'hypnotiser. Alors, dans un premier temps, oui, les premiers effets hypnotiques, ils arrivent plus facilement avec quelqu'un qui rentre dans l'expérience. Parce que la condition pour que l'hypnose apparaisse, c'est que en tant que sujet de l'hypnose, en tant que patient, en tant que personne qui bénéficie de l'hypnose, il faut que je me sente en sécurité et que j'ai envie. C'est les conditions à laquelle c'est débloquable l'accès à l'hypnose. Sans ça, c'est impossible de, de mettre quelqu'un sous hypnose, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible parce que l'inconscient va répondre non. Si ces conditions sont respectées, plus la personne a envie d'y aller, plus ça fonctionne vite. Mais il y a un catch, il y a un contre-coup à ce truc, c'est que quelqu'un qui veut aider la personne à ce que ça marche facilement, qui joue trop là où le bon élève, en fait, il va créer son propre scénario. Donc, au départ, il va avoir l'impression de suivre ce que propose la personne. Mais plus ça va aller, plus il va se faire une idée de ce que propose la personne et il va aller dans cette idée. Et finalement, en voulant trop faire bien, on finit par créer une autre transe que celle qui est proposée par l'autre. Et donc, on le voit avec des sujets qui veulent trop bien faire, entre guillemets. Quand on fait de l'hypnose, les premiers trucs marchent bien et puis progressivement, on se rend compte qu'il y a des trucs qui marchent pas ou alors qui marchent à l'envers. Et il y a des tests qu'on fait pour ça, qui font partie des tests de suggestibilité. Donc c'est les petits tests qu'on fait au tout début des séances d'hypnose pour voir comment l'inconscient de la personne répond. Dans ces tests-là, il y a des tests qui servent à vérifier l'adhérence de la personne au processus d'hypnose. Et les gens qui sont trop adhérents, finalement, ils nous empêchent de faire correctement la seconde partie du travail. Parce que l'hypnose, c'est un état, entre autres, de lâcher prise. Et donc, être bon élève, c'est pas lâcher prise. C'est activement faire ce que demande la personne. Et c'est pas passivement accepter la proposition faite par l'autre. Je cherche un exemple de quelque chose qui serait proche. C'est comme si un ami nous propose d'aller se balader et qu'on est tellement dans l'idée de ah oui, c'est super d'aller se balader, j'adore aller me balader, que quand on va marcher, au lieu de le suivre, eh bien, on marche devant et on choisit le chemin. Eh bien, finalement, on n'arrive pas à l'endroit où notre ami voulait nous amener. Donc, on se balade quand même. Par contre, on n'a pas fait la balade que l'ami avait prévue. Donc, la même chose avec l'hypnose, ça donne que la personne, elle part dans une autre transe, mais qui est différente, souvent moins profonde et moins qualitative que la transe qui est proposée. Puisque, a priori, la personne qui a proposé la balade, l'hypnose, elle est censée mieux connaître le processus que la personne qui vient en simple invité de la balade hypnotique. Donc, être bon élève, ça aide jusqu'à un certain temps. Il faut accepter de laisser l'autre. Et pourquoi on est bon élève? Parce qu'on veut bien faire. Sauf que là, c'est pas à nous de bien faire. C'est la personne qui nous accompagne. Et il faut avoir la confiance, donc la bonne relation thérapeutique, de dire je fais confiance en la personne qui m'accompagne pour bien faire le travail, même si moi, je ne fais rien. La part de travail de la personne qui est accompagnée, c'est accepter ce qui lui convient de ce qui est proposé et laisser son esprit faire le reste. Donc, c'est faire confiance à l'autre qui accompagne, c'est faire confiance à l'intérieur de soi, que l'on ne connaît pas, la partie inconsciente, justement. Et c'est pas dire ou faire, je choisis d'aller par là. Parce que là, il se passe quelques petits trucs et ça s'arrête très vite. Ça me fait pousser deux questions. Comment tu fais pour qu'un patient te fasse suffisamment confiance pour se laisser hypnotiser? Et si malgré ça, le patient ne veut pas faire un truc,
est-ce qu'il peut résister à l'hypnose? Et comment? À la question de comment on fait en sorte que la personne, elle soit assez en confiance pour faire une bonne séance d'hypnose. Alors, il faut, suffisamment de confiance. Après, il y a pas besoin on a toujours l'impression, quand on est patient, qu'il faut énormément avoir confiance en la personne. Non, il faut suffisamment confiance et c'est toujours la question de c'est quoi suffisamment? Est-ce que c'est énormément? Est-ce que c'est un peu? Est-ce qu'on peut faire de l'hypnose avec quelqu'un qu'on a rencontré qu'une seule fois? Par exemple, la première séance, est-ce que je peux être hypnotisé? Oui, mais à mon sens, en tout cas à moi, c'est pas assez. Parce que la relation thérapeutique peut exister à la première séance, mais elle est pas assez développée. Il faut 1 ou 2 séances pour, se jauger, savoir à peu près comment fonctionne l'autre. Parce qu'à ce moment-là, notre cerveau, il fait un truc, c'est qu'il dit: «Ah, je connais cette personne. Ça y est, je suis familier avec son mode de fonctionnement». Donc on s'attend à ce que l'autre agisse comme ça ou se comporte comme ça. Et donc du coup, on ne le craint plus parce qu'on le connaît. En tout cas, suffisamment. Et il faut attendre cette impression de familiarité. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que cette impression de familiarité, elle soit positive. Donc si c'est: «Oh, je connais cette personne, je sais comment elle va agir, elle va dire un truc qui me plaît pas», ça ne marche pas évidemment. Donc il faut que la personne, elle soit suffisamment agréable et qu'on l'apprécie, ou tout du moins qu'on la respecte et qu'on sente le même respect, la même appréciation de l'autre côté. Et après, dans les petits trucs qu'on fait, qui aident, c'est qu'on on crée et on surajoute de la confiance juste avant la séance. Tout à l'heure, on parlait des tests de suggestivité. C'est des tests qui servent à savoir comment fonctionne la personne en tant que patient, ou plutôt comment fonctionne son inconscient. Quand on fait ces tests-là, on lance quelques petits trucs qui nous servent à nous de repères. Donc, ça sert à la personne à voir, ça donne quoi l'hypnose? Si je fais des tout petits trucs d'hypnose, comment je me sens avant de partir dans la vraie grosse séance? Comme ça, il y a le truc de vous avez goûté au trailer, qu'est-ce que vous pensez d'aller dans le film? Et donc, les gens peuvent dire, j'ai pas aimé le trailer, ou alors j'aurais préféré que ça soit plus comme ça, et on peut réajuster. Donc, ils se sentent écoutés, compris, considérés dans le processus. Et donc, bah, évidemment, si moi, je vais au cinéma et qu'il y a le réalisateur à l'entrée du ciné qui dit: «On a 3 versions du film, il y en a une, avec beaucoup d'action, une avec beaucoup de romance, une avec beaucoup de fiction, laquelle vous allez préférer?» Et que je dis: «Bah, écoutez, allez, plus de fiction», et que je vois un film avec beaucoup de fiction, bah, évidemment, oui, je vais me sentir, bien, considéré, entendu dans le choix du film. Et donc, on fait des petites choses qui permettent aux gens de se sentir encore plus en confiance au départ. Par exemple, moi, un truc que je fais beaucoup, qui est un incontournable, c'est-à-dire que je fais jamais de séance d'hypnose tant que ça, c'est pas validé. Je dis à la personne avant: «OK, il faut qu'on parle de l'hypnose avant qu'on en fasse. Il faut que vous sachiez de quoi on parle». Pas pour connaître tous les détails, ça, on s'en fiche finalement. Heu, les gens viennent nous voir, les hypnothérapeutes, pour notre expertise. Ils viennent pas pour devenir experts en hypnose d'eux-mêmes, mais il leur faut un minimum d'informations pour savoir, dans quel, entre guillemets, «dans quel vide» ils se jettent. C'est un peu un saut en parachute tout doux, d'accord? Mais c'est un saut en parachute quand même. Donc, heu, est-ce qu'on va sauter de 500 000 mètres au-dessus du sol? Est-ce qu'on va sauter d'une petite hauteur? Là, au départ, on va sauter d'une petite hauteur pour voir ce que ça donne et si vous appréciez le, je sais pas, le deltaplane, le parachute. Et puis après, une fois que vous vous sentez en confiance, on saute de plus haut. C'est tout aussi, doux, mais c'est, et donc on met des étapes et puis on explique à la personne comment ça va se passer. Comme ça, elle peut s'en faire une représentation. On peut lui dire aussi comment ça se passe pour les autres. Bah, écoutez, tous les patients, toutes les patientes que j'ai accompagnées, ils se sentent un peu comme ça. Les mots qui sont les plus, retranscrits en fin de séance, c'est: «Je me suis senti à moitié endormi, à moitié présent. C'était confortable, c'était un bon moment de détente. Heu, j'avais l'impression d'être ailleurs, et j'ai l'impression d'avoir fait une sieste aussi des fois». Donc c'est des choses dont les gens témoignent. Et donc on donne ces éléments-là pour rassurer les gens, mais aussi qu'ils se fassent une idée de ce que ça va donner. Et surtout, on répond à leurs questions. Parce que les gens se posent des questions et s'ils ne s'en posent pas, c'est pas forcément qu'ils ont pleinement confiance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est aussi parce qu'ils osent pas poser leurs questions et qu'ils préfèrent les garder pour eux. Donc c'est important de leur dire: «OK, là, il y a un moment pour je vous ai expliqué un peu comment ça va se passer. OK, vous maintenant, qu'est-ce que vous posez comme question?» Et les gens de répondre des fois: «Non, non, mais c'est bon, vous avez répondu à toutes les questions». OK, c'est bien, je suis content d'avoir répondu à toutes les questions. Maintenant, est-ce que vous pouvez me poser les questions que vous voulez pas poser? Celles que vous retenez, que vous gardez, ou qui vous gênent ou quoi que ce soit. Ou alors je leur dis: «On part dans la séance une fois que vous avez posé 3 questions». N'importe lesquelles, même si vous les avez déjà dites, même si j'ai déjà expliqué, c'est pas grave. Mais, il y en aura au moins 3 de plus que celles auxquelles j'ai déjà répondu, pardon. Donc ça aide à construire davantage de petits blocs de confiance
juste avant la séance. Donc, si on s'entend bien avec la personne, qu'on sent du respect, qu'on la respecte et qu'à la 2e ou 3e séance, on dit: «Bon allez, on part sur de l'hypnose», qu'on en parle un peu au début de séance et qu'on fait les petits, pré-tests de suggestibilité, il y a pas de il y a pas de problème. La confiance est assez solide pour qu'on puisse y aller. Pour ce qui est de la 2e question, c'était C'est possible de résister à l'hypnose? absolument. Et c'est tout à l'heure, j'ai parlé des règles de l'hypnose. Finalement, il y a pas des règles avec une liste, règle numéro 1, machin. S'il y avait une règle numéro 1, ça serait celle-là. C'est les recherches, alors il y a plein de gens qui ont œuvré à la recherche, scientifique sur la question. Comment est-ce qu'on va en hypnose? Ou alors plutôt comment on n'y va pas, en tant que sujet? Comment on résiste à la suggestion? Il y a plein de choses très intéressantes là-dessus et donc s'il y avait des lois de l'hypnose et qu'elles avaient un ordre, la première, ça serait: qui ne veut pas y aller n'y va pas. Il y a 3 choses à citer pour ça. Le premier, c'est que notre réflexe d'humain, quand on est face à de la suggestion, peu importe que ça soit de l'hypnose ou, juste une communication, c'est de dire non dans notre tête. C'est, à partir de la phase du non des enfants, quand ils ont 2, 3, 4 ans, ça dépend, que cette phase-là, elle arrive beaucoup, même un peu plus tôt chez certains. À partir de ce moment-là, ça se développe encore plus. Ça implique à l'adolescence et après, ça redescend un peu à l'âge adulte. Notre premier réflexe face à toute nouvelle information qu'on ne connaît pas ou qu'on ne nous a jamais présentée, qui n'a jamais été présentée à notre esprit, le premier réflexe du cerveau, c'est de dire non. Et après de dire en interne: «Hmm, j'ai dit non, mais pourquoi pas? Oui, finalement». Et donc, c'est le premier réflexe de tout humain. C'est un mécanisme de défense de base du cerveau humain contre la suggestion. Sinon, je dirais à mon voisin: «Sauter par la fenêtre» et il sauterait par la fenêtre. Donc, basiquement, notre cerveau se protège contre l'influence parce qu'il part du principe que toute influence n'est pas forcément bonne, de base. Son principe de base, c'est: l'influence, c'est mauvais, mais je vais regarder quand même si elle peut pas être bonne. Ah, mais elle est bonne, donc je vais l'accepter en second temps. Donc, c'est un premier niveau de protection. Ce qui fait que si je dis à quelqu'un qui ne veut pas faire d'hypnose, «Bah, je vais vous faire de l'hypnose» et que je commence à faire des trucs, d'hypnothérapeute ou d'hypnotiseur, la personne va dire: «Non, non, non, vous faites rien du tout, en fait», et elle va littéralement se lever et partir. C'est notre premier réflexe de défense, il est conscient. Donc la personne, elle peut résister comme ça. Et après, il y a des gens qui se sont demandé, il y a longtemps déjà, mais qui continuent à se le demander aujourd'hui, c'est normal. Oui, mais si quelqu'un est très, très fort en hypnose et que, il me prend un dépourvu, ou alors il fait des trucs si vite et si fort parce qu'il est tellement compétent ou elle est tellement compétente que j'ai même pas le temps de m'en aller et de résister que voilà, ça y est, je suis déjà, on a cette impression avec des gens comme, le nouveau Mesmer, celui qui fait des spectacles, dans les zéniths et puis qui passe à la télé, qui d'ailleurs a volé son nom à un autre Messner. C'est pas très bien ça. Donc ce type-là qui est très compétent, mais qui fait du spectacle et pas toujours de façon, très éthique à mon sens à moi, il donne l'impression aux gens qu'il peut décider à leur place s'ils sont en état d'hypnose ou pas. Et en fait, non. C'est une apparence seulement, parce qu'on voit la télé et on voit les spectacles et on a l'impression que les gens disent: «Ah non, je ne veux pas y aller». Mais c'est une résistance qui est feinte, qui est pour le show. Évidemment, on a envie de dire aux gens autour de nous: «Non, non, mais moi je veux pas y aller». Mais en fait, au fond de soi, on a bien envie. C'est pour ça qu'il arrive à faire la poule à des gens devant 5 000 personnes. C'est absurde de se dire, on se dit tous: «Non, mais moi je veux pas faire la poule devant 5 000 personnes». Ceux qui ne le veulent vraiment pas, ils ne le font pas. Ça ne marche pas, ça ne prend pas sur eux. Mesmer, il a le record, le nouveau, il a le record de gens hypnotisés au même moment. Mais tout le monde n'est pas hypnotisé dans la salle. Et il n'est pas en capacité de le faire. Parce qu'il y a plein de gens qui, au fond d'eux, ne veulent pas faire ce qu'il propose. Ne veulent pas faire la poule devant 5 000 personnes, ou même ne veulent pas être endormis sur leur siège, alors que personne ne les voit. Parce que, après la résistance consciente, il y a 2 niveaux de résistance, qui sont les niveaux de résistance, de l'inconscient et de la partie la plus profonde de l'inconscient. Enfin, disons que l'inconscient, c'est un truc, avancé. C'est un truc qu'on a les humains. Les autres mammifères ne l'ont pas. En tout cas, on n'a pas particulièrement de traces de ça. Par contre, ce qu'ont tous les autres mammifères, c'est un instinct de survie. Donc, il y a quand même une partie de leur cerveau, pas consciente, qui gère ce truc-là. Donc, on considère que c'est de l'inconscient animal, c'est de l'instinct animal. Et donc, on a on a notre conscient qui nous protège. Non, non, monsieur, je ne veux pas être hypnotisé. Ou madame, je ne veux pas écouter vos suggestions. Il y a l'inconscient et il y a l'instinct de survie, donc l'inconscient animal. Notre inconscient, il nous protège de toute influence négative, néfaste envers notre personne.
c'est les expériences de Milton Erickson, donc c'est un plus grand nom de l'hypnose, un des plus grands hypnothérapeutes qui ait foulé la planète. Il a donné son nom à l'hypnose ericksonienne. Elle porte son nom, c'est pas lui qui lui a donné, c'est juste qu'il était tellement compétent, il a fait tellement avancer la recherche, la science et la pratique de l'hypnose qu'on lui a donné ce nom-là. Erickson a plus de 400, je sais même plus si c'est 400 ou 4000, il faudra vérifier, mais un très grand nombre de fois, il a dit à des gens avec qui il travaillait régulièrement, donc qui le connaissaient bien, qui avaient confiance en lui, il leur dit un jour, pas aujourd'hui, un autre jour, en présence de mon assistant, monsieur Ernest Rossi, je vais, quand vous êtes en état d'hypnose, vous demander de faire quelque chose qui sera contre votre bon vouloir, contre ce que je sais de vous ou contre votre intérêt direct. Je vous le dis parce que comme ça, je ne vous prends pas à défaut et mon assistant qui est présent s'assurera que ça n'aille pas jusqu'au bout, si jamais c'est accepté. Mais c'est une expérience que je fais pour voir si l'inconscient vous protège et compagnie. Donc c'était vraiment une démarche expérimentale. Pas certains, il l'a dit, à d'autres, il ne l'a pas dit, mais il l'a écrit et Rossi avait le papier pour leur montrer à la fin que c'était pas par malveillance, mais... Donc, on parle du meilleur hypnotiseur, un des meilleurs hypnothérapeutes, hypnotiseurs de la planète et de l'histoire. Et ce type-là, toutes les fois, il n'y a pas d'exception où il l'a fait, les gens ont répondu négativement. C'est-à-dire qu'ils étaient en état d'hypnose, ou alors ils étaient conscients. S'ils étaient conscients, ils ont dit « Qu'est-ce que vous me racontez ?» Ils sont sortis du petit état d'hypnose dans lequel ils étaient. Et s'ils étaient vraiment en état d'hypnose, donc soit les yeux fermés complètement ramollis, soit très droits, il y a certaines personnes qui sont plutôt dans cet état-là, des fois les gens ont même les yeux ouverts, ils sont sortis de leur état de transe, soit en disant « Je sais pas ce que vous m'avez dit, mais je crois que je suis pas d'accord », ou alors en disant écoutez, je préfère qu'on arrête là, je préférerais rentrer chez moi, je me sens pas bien. En tout cas, il y avait l'inconscient se défendait contre ça. Jamais ça n'est passé. Et son assistant témoigne de ces 400, 4000, je sais plus, c'est un chiffre en 4, mais un nombre en 4. Donc, si le plus grand d'entre nous n'a pas réussi un très grand nombre de fois avec des gens qui avaient extrêmement confiance en lui, c'est vraiment que ça ne doit pas marcher. Et le dernier truc, c'est l'instinct de survie, qui est même pas présent que chez les humains, mais chez tous les animaux et plus particulièrement les mammifères. On sait comment ils fonctionnent dans le cerveau des mammifères, en tout cas. Et ça, c'est les travaux de recherche d'un très vieux chercheur qui s'appelle Hildegard. Hildegard, il a parlé de ce qu'on appelle l'observateur caché, de Hidden Observer. Et il a prouvé qu'à chaque fois qu'on faisait une suggestion qui mettait en danger direct ou indirect la personne se défendait et qu'il y avait une part de l'individu qui répondait très négativement et avec beaucoup d'agressivité aux tentatives de mettre la personne à mal. Donc les suggestions de l'ordre de « je vais vous demander de vous lever et de sauter de cette fenêtre si on est au premier, deuxième, troisième, quatrième étage », la personne se réveille, qu'elle ne se réveille pas d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'elle se réveille et activement, elle dit « écoutez-moi bien, je ne sais pas ce que vous venez de me raconter, mais carrément, la personne se réveille en disant « je sais que vous m'avez dit ça », alors qu'elle ne se souvient de rien d'autre avant. Donc, il a montré qu'il y avait un principe absolu de protection et d'instinct de survie qui marchait même dans le plus profond des états d'hypnose. C'est celui-là d'ailleurs qui fait que dans un état similaire, le sommeil, on se réveille s'il y a un danger. Par exemple, on dort, il peut y avoir du bruit si on est en ville dans la rue, si on est à la campagne dans les bois, la forêt, le jardin, et ça va pas forcément nous réveiller. Mais par contre, un bruit fort ou sourd ou des cris ou notre prénom crié fort, c'est ce qu'on appelle des effets pop-up party, et donc ceux-là, ils vont nous réveiller bien plus efficacement. Et c'est impossible si on crie le nom de quelqu'un à côté de cette personne ou qu'il y a les cris, par exemple, d'un enfant ou de la personne qu'on aime, c'est impossible de ne pas se réveiller. Notre cerveau, il nous dit « non, mais je dors, je suis tranquille », mais là, dans cette circonstance-là, il dit « soit nous, soit quelqu'un de proche de nous est en danger », et donc il se réveille. Qu'est-ce qui nous réveille à ce moment-là? C'est notre inconscient. Ce même inconscient qui nous protège du danger de la même façon en état d'hypnose. La seule fois où cet inconscient n'est pas présent, c'est dans le coma. Dans le coma, là, on n'a pas de... A priori, on n'a jamais retracé scientifiquement, en tout cas à ma connaissance, de facteurs de protection dans le coma. C'est un peu hors champ. Donc, tant qu'on n'est pas dans le coma, personne ne peut rien nous faire qui ne soit pas de notre volonté, petit 1, et qui ne soit pas dans notre intérêt propre. Ce que fait le cerveau quand tu lui proposes des choses, quand on lui propose des suggestions qui ne sont pas forcément négatives, mais pas forcément intéressantes, c'est qu'il fait semblant de ne pas les avoir entendues. Littéralement, et ça,
Ça, pour le coup, autant j'ai jamais essayé, moi, de faire des suggestions négatives, c'est quelqu'un l'a déjà fait avant, donc je suis pas fou de son diabète. Je suis pas participé à la recherche pour ça. Mais par contre, des suggestions qui prennent pas, c'est-à-dire que moi, je pense bonne pour la personne, mais l'inconscient de la personne a l'air de dire: «Bah, ça me paraît pas utile». Eh bien, juste, il se passe rien. C'est-à-dire que le corps de la personne ne répond rien, la suggestion ne prend pas. Si j'ai demandé à la personne de lever la main pour, je sais pas, faire un truc chouette, pour se cancer le bras, par exemple, pour faire un truc de comforting. Si la personne ne trouve pas ça intéressant, au fond d'elle, en fait, il se passe rien. Donc non seulement la personne ne va pas faire ça, mais en plus, sa main va même pas bouger. Il va rien se passer sur son visage qui, moi, m'indique qu'elle l'a entendu ou que son inconscient l'a entendu. C'est comme si j'avais rien dit. Et donc ça, c'est toujours le mécanisme de défense de l'inconscient. Il ignore si c'est neutre et il répond négativement si c'est négatif ou agressif ou dangereux pour lui. Donc on ne peut pas nous mettre en hypnose ou nous faire en hypnose des choses qui ne sont pas dans notre intérêt. Donc non, on ne peut pas hypnotiser des gens contre leur volonté. Tu fais du conte thérapeutique. C'est quoi cette dinguerie? Comment t'es tombé dedans et c'est quoi l'intérêt pour les patients? Plein de questions et plein de réponses. Alors, le conte thérapeutique, c'est très simple. Ça part de l'idée que les histoires, les récits, la narration peuvent être utiles et bénéfiques aux êtres humains. Et l'idée de l'outil du conte thérapeutique en thérapie, c'est de mettre en place le maximum d'éléments pour que ces histoires soient le plus thérapeutiques possible, une fois qu'on est parti de l'idée qu'elles le sont. Pour la raison de pourquoi je suis allé vers le conte thérapeutique, l'idée c'est que j'ai toujours été passionné des histoires, du récit, de la narration, des contes, des légendes, des mythes, des romans. Et peu importe le format, que ça soit raconté sous forme de films, de séries, comme on regarde toutes et tous, que ça soit des romans de fantasy, de fiction, de policiers, peu importe. Les histoires m'intéressent. Elles m'ont toujours parlé. Il y a très longtemps, quand j'étais tout petit, j'écoutais mes parents, à l'époque, me faisaient écouter des contes, des choses qui étaient enregistrées pour m'endormir. Eux, ils l'ont fait. Ils m'ont raconté des histoires pour m'endormir. Et puis après, des cassettes, des CD qui avaient été développés par des auteurs, des artistes, des fois des musiciens, contes musicaux. Ils m'en ont fait écouter. Ça a pris le relais progressivement. Et puis j'y trouvais d'autres choses, donc d'autres façons de raconter que les leurs et tout ça. Et puis en fait, ça m'a pas lâché. C'est juste que le format a changé. Donc après, il y a les séries à la télé ou les films au cinéma. Et c'était une autre façon de raconter des histoires. Et puis, il y avait un autre intérêt. Autant les histoires le soir, quand j'étais tout petit, puis après un tout petit peu plus grand, ça m'aidait à m'endormir, à faire en sorte que mon esprit parte sur une idée et puis qu'il invente plein de choses autour, qu'il imagine. Donc ça avait un but soporifique, un petit peu. Par contre, les films et les séries, pas du tout. Elles ont pas, en tout cas la plupart, n'ont pas pour objectif de nous endormir. Donc au contraire, certaines histoires nous maintiennent éveillés. Et donc, au fur et à mesure du temps, me rendre compte que les histoires, quand elles sont présentées sous un autre format et racontées d'une autre façon, elles n'ont pas le même impact sur les gens qui les reçoivent, qui les écoutent, qui les regardent, qui les entendent. Pour moi, déjà petit, c'était le constat une histoire, elle peut agir sur moi d'une certaine façon, et une autre histoire, elle peut agir d'une autre façon. Et les histoires qui me font me sentir calme et tranquille et qui me donnent envie de m'endormir, et les histoires qui me maintiennent en haleine, qui peut-être me font peur. Donc les histoires, elles ont des pouvoirs magiques, quoi. Elles agissent sur moi de façon différente. Et donc c'est trop intéressant, petit, de dire cette histoire-là, si elle a ce pouvoir sur moi, bah moi je peux avoir ce pouvoir magique je peux aider les gens à s'endormir, par exemple, en racontant des histoires. Ou alors je peux les maintenir en haleine et puis les intéresser ou leur faire peur, pas tellement, ça m'a jamais intéressé, mais si je suis capable de raconter ou de créer une histoire, je suis capable de faire ce que les histoires font sur moi. Et puis après, en devenant plus grand, je me suis intéressé bien davantage. On a eu, à l'époque où j'étais en licence de psychologie, on avait des cours de médiation thérapeutique, et parmi ces médiations-là, il y avait le marionnette, le théâtre, avec le psychodrame déjà à l'époque, et les contes thérapeutiques. Et donc moi, tout de suite, il y avait un truc de je veux, ça m'intéresse. Et donc ça a relancé une pièce dans la machine, dans le jukebox à centre d'intérêt autour des histoires. Et depuis, ça m'a pas lâché. Il y avait une question autour de l'intérêt pour les gens. C'est délicat de le décrire parce que
plus le temps passe et plus je travaille avec cet outil qu'est le compte thérapeutique, plus je me rends compte de la très grande variété d'intérêts. À tel point que quand j'avais commencé à écrire un article sur l'intérêt des comptes thérapeutiques pour les enfants, qu'on m'avait demandé il y a quelques années, j'étais en peine de... Au départ, j'étais parti sur faire une liste de bénéfices pour les enfants. Et en fait, cette liste n'en finissait plus. Et en plus, elle était toujours valable pour les adultes. Parce que, oui, d'accord, nous sommes toutes et tous devenus adultes, mais on est encore les enfants qu'on a été, quelque part à l'intérieur de nous. Donc, les histoires pour les enfants nous parlent toujours d'une autre façon. Des fois, d'ailleurs, il y a certaines histoires qui sont écrites à la fois pour les enfants et les adultes. Les auteurs ou les scénaristes, les réalisateurs savent que les adultes vont regarder les films ou écouter les histoires des enfants et donc mettre des petites choses pour eux. Donc, on continue d'être impacté par les histoires d'enfants, mais on est aussi impacté par les histoires d'adultes, celles qu'on peut regarder, écouter, entendre maintenant, qu'on est en capacité de comprendre, ou celles pour lesquelles on a les ressources émotionnelles pour les accueillir. En écrivant cet article, difficile de faire la liste complète parce qu'elle n'en finissait plus, parce que, et ça c'est un de mes chevals de bataille, les histoires, elles sont là depuis l'aube de l'humanité et elles sont centrales. Centrales à l'être humain, de telle façon que il y a certains auteurs, et ils sont pas quelques-uns, mais ils sont très nombreux, disent que s'il y a bien une chose qui nous différencie des autres espèces animales, c'est bien ça. Alors, c'est pas aussi simple que c'est juste des histoires, c'est simplement que pendant des centaines d'années, peut-être des milliers d'ailleurs, on a pensé qu'on était différent des animaux parce que, je sais pas, on se tenait sur deux pattes par exemple, sauf qu'il y a plein d'animaux qui se tiennent sur deux pattes finalement. Qu'on était capable de domestiquer d'autres espèces animales ou végétales, donc de faire de l'élevage et de l'agriculture. Oui, sauf que les champignons maîtrisent ça. Ils sont capables de faire de l'agriculture de quasiment toutes les espèces végétales. Il y a des champignons qui s'attellent à chaque espèce végétale peut être infectée par un champignon. Donc, ils savent faire ça. Les champignons savent faire en sorte qu'une espèce végétale se développe davantage ou l'absorber complètement. Les fourmis, elles élèvent des pucerons depuis probablement 150 000 ans avant que l'être humain ne foule cette terre. Donc, on n'a pas inventé ni l'élevage ni l'agriculture. On est les premiers à utiliser des outils. Apparemment, on a pensé ça aussi pendant longtemps. Il y avait des auteurs qui ont voulu nous appeler Homo faber, je crois, l'homme qui fait, plutôt que Homo sapiens, l'homme qui sait, parce qu'on était capable de faire, de sous-entendu de fabriquer des outils. Oui, sauf que quand le corbeau, la corneille, trouve un escargot ou une noix, l'amène très haut dans le ciel pour la faire tomber et la casser, pour pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur, soit l'escargot qui malheureusement vient de mourir, soit la noix qui vient d'être ouverte, parce qu'ils ne peuvent pas le manger autrement, ils utilisent un outil, le sol, et quelque chose de plus important que les hommes, ils utilisent la gravité. Ce qui est énorme. Ça veut dire qu'ils sont capables de réfléchir à des choses très complexes. La même espèce animale, corbeau, corneille, même les merles, les pies, sont capables d'utiliser des petites branches pour aller choper, pour aller attraper dans une coquille le fameux escargot s'ils ne le font pas tomber du ciel. Donc, les autres espèces animales aussi utilisent des outils. Donc, qu'est-ce qui finalement nous différencie des autres espèces qu'on a réussi, nous, à faire du feu? Oui, sauf que les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans font du feu. Maintenant, avant, c'est juste qu'on ne le savait pas parce qu'il n'y avait pas assez de gens pour en observer pendant très longtemps. Mais en fait, les autres grands primates nous ont progressivement imités. Ils ont imiter d'autres espèces aussi, et ils se sont rendus capables de faire des choses que nous, on est capable de faire. Donc, cette capacité qu'on pensait de l'être humain qui est capable de maîtriser le feu, en fait, maintenant, ils en sont capables aussi. Il y a des singes en Inde qui sont dépendants aux cigarettes parce qu'ils ont vu plein d'humains en fumer. Donc, ils savent voler des cigarettes, les allumer avec un briquet, une allumette ou deux cailloux qu'on tape l'un contre l'autre. Ils le font pas souvent, mais ils le font quand ils en ont besoin. Donc, il n'y a rien qui nous différencie des autres espèces si on suit cette idée. Sauf un truc, c'est qu'on est capable d'abstraction. On est capable de penser à des choses qui n'existent pas. Les autres espèces, elles sont pas tout à fait en capacité de saisir le principe du temps, par exemple. Le passé, le présent et le futur, pour beaucoup d'espèces animales, c'est la même chose, ça se produit au même moment. Pourquoi la gazelle n'est pas traumatisée par le lion qui a failli la manger la veille? Parce que pour elle, ça se passe maintenant. Tout est là, quoi. Il y a que extrêmement peu d'espèces qui sont très proches de l'homme, qui sont capables de saisir des attractions telles que l'amour, l'appartenance, la fidélité, le temps, même soi-même. Par exemple, il y a très peu d'animaux qui, face à un miroir, sont capables de se reconnaître. Parce qu'il faut comprendre que ça n'est pas vraiment
un autre être vivant, mais c'est le reflet de l'être vivant. Ça, c'est difficile à comprendre pour un cerveau. L'humain est capable de faire ça. Comme il est capable de faire ça, il est capable de communiquer des idées très très complexes à ses congénères humains. Et comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il propage cette seule capacité qui nous différencie des autres espèces animales à travers le récit? En parlant. Le bénéfice des histoires et des contes thérapeutiques, c'est celui de toute la narration pour l'être humain. Et ce bénéfice, il est énorme. Si on réfléchit à tout ce que l'on sait et tout ce que l'on sait faire en tant qu'être humain. Moi, toi, nous deux, en tant qu'adultes, on est capable de faire une somme de choses qui est absolument phénoménale par rapport à quand on était tout bébé. Tout ça, ça vient uniquement d'histoire. Nos parents nous ont expliqué comment lasser nos chaussures, comment tenir debout. Ils nous ont montré, c'est vrai, mais s'ils nous avaient seulement montré, si c'était seulement l'imitation, on serait pas allé bien. On se serait arrêté à des tâches basiques, comme les autres animaux. Les autres animaux, la plupart d'entre eux, ils savent se tenir debout dès qu'ils naissent, mais ils apprennent par imitation très facilement des choses. Mais par contre, les choses les plus complexes, on les apprend pas par imitation, c'est impossible. On peut pas apprendre la mort par imitation. La mort, c'est impalpable. On peut pas mettre la mort dans une brouette, c'est une abstraction. Et donc, la mort, on ne peut pas la communiquer à nos enfants, expliquer ce que c'est à travers des gestes. Donc, ils peuvent pas nous imiter sur notre perception de la mort, sur notre façon de la gérer. Ils n'en sont pas capables. On peut pas avoir ça par imitation. Il faut qu'on en parle. Et donc, comme l'amour, la religion, le sentiment d'appartenance, la communauté, le danger, la maladie, des choses très belles et des choses très difficiles, ces choses-là, on ne peut pas les imiter. Et donc, la seule raison pour laquelle on les a acquises, c'est que d'autres nous en ont parlé. Et on a pu le mettre dans notre tête. Si on prend une histoire de l'âge préhistorique, imaginons une tribu d'hommes préhistoriques. Il y en a un qui va dans une grotte, mais avant d'aller dans la grotte, il voit qu'il y a des poils qui sont accrochés à la paroi. Bon, prend cette information dans sa tête, mais il n'en fait rien. Il rentre dans la grotte quand même. Il y a une odeur particulière. C'est obscur. Et puis à un moment, il y a un grognement. Et puis sort de la grotte un ours qui le griffe, qui le fauche, peu importe. Il rentre, s'il arrive à survivre, il rentre dans sa tribu, blessé, peut-être mourant. Et il raconte comme il le peut, avec des mots, avec des signes, avec des gestes. Et il explique ce qui lui est arrivé. Il raconte son histoire. Pour lui, c'est son vécu. Pour tous les autres qui l'entendent, c'est juste des mots, c'est abstrait. Il raconte son histoire et il meurt. Il meurt sur le coup, sauf que le fruit de son expérience, elle ne meurt pas avec lui, parce qu'il l'a raconté. Et donc, ses enfants, ses frères, ses cousins, sa compagne, tous ses amis, enfin ses camarades de tribu, auront le fruit de son expérience, alors même que eux n'ont pas été blessés par un ours. Donc, quand ils vont se trouver devant une grotte sur laquelle il y a des poils sur la paroi qui sent une odeur particulière qu'il a décrite dans son histoire, ils sauront qu'il ne faut pas s'en approcher. Ou alors qu'il faut y aller à 15 avec des lances et approcher avec des lances tout devant jusqu'à tuer l'ours pour utiliser sa peau et compagnie. Et donc, progressivement, on est devenus des êtres hyper avancés. On domine la planète aujourd'hui, les êtres humains, pour le meilleur ou pour le pire. Et ça, on le doit en très grande partie au fait qu'on est capable de se parler et de se raconter des histoires. Parce que tant que c'est moi qui raconte mon histoire, je raconte juste mon vécu. Je témoigne de faits qui se sont vraiment passés. Mais pour tous les autres, ça ne s'est pas passé. Ça n'existe pas. Ce sont juste des histoires. Et il y a très peu de différence entre une histoire imaginaire et une histoire réelle. Entre un témoignage avec quelqu'un qui dit exactement la vérité et un témoignage de quelqu'un qui modifie un peu la vérité pour s'arranger ou qui carrément invente tout un truc, pour l'esprit de la personne qui entend, il n'y a pas de différence. Et donc, progressivement, les êtres humains, on est devenus capables de s'expliquer des choses très complexes et de tirer énormément de bénéfices du fait de communiquer. Et c'est passé par la tradition orale, le fait de se raconter des histoires. Notre capacité à comprendre le monde, tout ce qu'on sait sur les mathématiques, quelqu'un nous l'a appris. Certains vont dire, ouais, non, moi j'ai appris ça, je l'ai appris tout seul. Tout seul comment? Avec quelles ressources? Bah, avec des vidéos sur internet et des bouquins. Ok, donc des histoires racontées par des gars derrière des caméras ou des filles qui ont écrit un livre. Et donc en fait, quasiment tout ce qu'on sait et ce qu'on sait faire, ça nous a été raconté en premier. Et après, on l'a mis en place. Peut-être on a un peu imité certaines choses, mais les trois quarts, c'est des choses qu'on nous a dites. Personne ne sait faire son travail sans que personne lui ait dû le faire. On a bien dû apprendre, ne serait-ce que des tout petits bouts des choses. Donc
le bénéfice des histoires pour, les gens, il est immense et donc les contes thérapeutiques se proposent de faire ça au maximum de ce qu'on est capable humainement parlant. Donc d'utiliser la plus petite histoire pour le plus petit, bénéfice thérapeutique ou la plus grande histoire, la plus marquante pour un très grand effet. Donc ça a des effets sur l'apprentissage. Les enfants, c'est une étude, qui a été refaite, qui est faite depuis 2010 et qui a été réitérée, la dernière fois en 2018, si je ne m'abuse, sur les enfants à qui on lit des histoires à voix haute avant de s'endormir, même si c'est une fois la semaine ou une fois par mois, ont des meilleurs résultats scolaires que tous les autres enfants, qui n'ont pas eu, cet avantage-là ou des parents qui étaient disponibles pour lire des histoires ou qui avaient l'envie de le faire et sans autre différence. Donc c'est bien que les histoires en elles-mêmes, elles ont un intérêt pour la pédagogie, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on raconte plein d'histoires aux enfants, mais il y en a plein d'autres. Les gens qui lisent de la fiction ont plus de capacité à se remettre d'événements traumatiques que des gens qui n'en lisent pas. Ah, ben, on est bien embêté pour l'expliquer celle-là. Si ce n'est que les histoires en elles-mêmes ont une capacité à nous aider à composer avec ça. Les histoires, elles nous aident à composer avec la réalité. Si on m'a raconté comment me sortir de telle et telle situation, mes parents m'ont appris des choses, des amis m'ont appris des choses, des mentors m'ont appris des choses, bah, je sais me sortir de plein de situations dans la réalité. Et puis, les histoires, elles racontent aussi des choses qui n'existent pas, des fantaisies, l'imagination, la fiction. Et du coup, elles nous permettent de composer avec l'autre monde dans lequel on vit aussi, qui est le monde des illusions et de l'imagination. Il y a plein de choses qui nous arrivent, qui nous posent problème, qui sont dans notre tête et qui n'ont aucune, réalité. Et ces choses-là aussi, il faut y répondre. Et quoi de mieux que l'imagination et la fiction pour répondre à des problèmes imaginaires et vie? Donc les histoires, ça aide dans la réalité et ça aide dans l'imaginaire, les 2 mondes dans lesquels on vit. C'est toujours difficile pour moi de répondre au monde d'avantages et de bénéfices du conte thérapeutique parce que, en même temps je prêche ma chapelle, mais, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que des bénéfices, au conte thérapeutique. C'est plus facile de répondre à ce que ça ne peut pas faire que qu'est-ce que ça peut faire, finalement. Bah, du coup, ça peut pas faire quoi? Ça ne peut pas aider quand le souci qui concerne la personne, il est de l'ordre absolument physique. Une personne qui a une maladie purement physique ou, un traumatisme, par exemple, si j'ai le bras cassé, une histoire ne m'aidera pas. Mais ne m'aidera pas à soigner ce bras. Par contre, ça va quand même loin, c'est que l'histoire, elle peut m'aider à moins souffrir. Exemple de ça. Quelqu'un se lève un jour avec une douleur atroce à l'estomac. Une douleur qui met à genoux par terre en pleurant et compagnie. Évidemment, cette personne va se rendre aux urgences, chez son médecin, n'importe quel professionnel de santé. C'est à ce point terrifiant que voilà. Donc, on parle de là une très grande douleur. Cette personne consulte, tous les examens du monde et là, il y a 2 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est le médecin dit: «Bah, écoutez, on a vu tel truc à l'examen, au résultat sanguin, au résultat d'urine ou le scan ou le n'importe. Il y a quelque chose et du coup, on va le traiter». OK, qu'est-ce que c'est, et donc le médecin se met à faire quoi? Il se met à raconter. Il se met à dire: «Il y a ça, on le connaît depuis, telle époque, c'est tel truc, ça se soigne bien avec ça» et il raconte aussi un récit thérapeutique. Ce médicament, ce traitement, cette opération chirurgicale va pouvoir aider. On est d'accord? C'est pas l'histoire qui va soigner la personne, c'est, le médicament, le traitement, l'opération. Donc ça ne n'aide pas à soigner le truc. Par contre, la personne, elle va continuer de souffrir, d'accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va mieux que l'autre scénario. Elle va mieux que l'autre scénario dans lequel le médecin dit: «Écoutez, on a tout testé et je ne sais pas ce que vous avez». Là, pour la personne qui vit ça, qui a une douleur absolument atroce, qui est perceptible, hyper, douloureuse, entendre: «Nous ne savons pas ce que vous avez», il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'explication et de sens à coller à cette douleur, c'est horrible. Et là, on n'est plus seulement dans la douleur, on est dans la souffrance. C'est-à-dire, j'ai mal et en plus j'ai peur parce que je ne comprends pas. Et donc la seule chose que peut pas faire, le conte thérapeutique, que ne peuvent pas faire les histoires, c'est nous aider à solutionner immédiatement, quelque chose de tout à fait corporel. Par contre, ça peut nous aider à mieux le gérer ou à trouver des ressources pour mieux le vivre. Quelqu'un qui est très bien renseigné sur comment fonctionne le corps, il peut savoir que si j'ai une douleur comme ça de telle façon, c'est mieux que j'aille voir mon médecin et que je lui dise: «Écoutez, c'est ça la douleur que j'ai, je pense qu'il me faudrait tel, spécialiste» et de laisser le médecin, faire son travail, correctement. Et donc ça nous aide à long terme à trouver des solutions pour le problème, mais ça ne le résout pas immédiatement.
Franchement, mis à part ça, j'ai pas tellement d'exemples de choses que le conte thérapeutique ne peut pas soit résoudre, soit aider très grandement. C'est quoi un conte qui t'a énormément marqué? Un conte qui m'a énormément marqué, il y en a plein. Je peux pas en citer un, il faut que j'en cite plusieurs. Mais je vais me limiter à 3. Le Et je vais essayer de faire ça court. Hem, la Sur les contes qui m'ont beaucoup marqué, il y en a 3. Le premier, er c'est un des plus anciens que j'ai en tête, c'est Émilie Jeune. Je suis né dans les années 90 et dans les années 90, beaucoup d'enfants ont été confrontés à cette histoire-là, souvent, enregistrée. Donc c'est un conte musical, en plusieurs actes, en plusieurs chansons avec des interludes de Philippe Châtel, qu'à la base il a écrit pour sa fille qui s'appelle Amélie Châtel. Et puis, comme il était du milieu du théâtre et de la musique et bah, il a fait venir les gens les plus connus de l'époque et donc on a, plusieurs versions, dont certaines avec, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Georges Brassens, enfin vraiment des pontes de l'époque. Et en fait, moi à l'époque, je suis enfant, on me fait écouter ça en cassette puis en CD. Mes parents ont les 2 versions d'ailleurs, ils me font écouter les 2 et je ne sais pas tout ça. C'est-à-dire, je ne sais pas qui sont ces gens, moi, je pense que c'est juste des gens qu'on a enregistrés pour le compte. Je ne sais pas, que c'est des grands noms de la chanson, que, Philippe Châtel, il n'est pas à son coup d'essai, mais j'écoute ce truc naïvement, quoi et ça m'a frappé. C'est une des histoires qui m'a le plus marqué parce que Émilie Joly, tout le fil scénaristique, c'est un immense conte thérapeutique, imbriqué. On parle à la base d'une petite fille, le point de départ, il est hyper, angoissant, si ce n'est, traumatisant d'ailleurs. Je me souviens de ma petite sœur qui a 3 ans de moins que moi, qui l'a écouté plus jeune que moi. Elle aimait pas du tout le départ quand elle était petite, parce que c'est angoissant. On a Émilie, qui est une petite fille qui est laissée dans son lit toute seule par ses parents qui sortent tard le soir. Donc vraiment les enfants qui mériteraient d'être admis à la DAS parce que ses parents l'abandonnent chez elle sans surveillance. Négligence parentale, c'est très mal. Et donc elle ouvre son livre d'images et donc elle s'invente un monde et les personnages de ce livre, d'images lui apparaissent, un peu en rêve, entre l'imagination et le rêve. Et donc ce conte-là musical, il est thérapeutique parce que, avec les personnages, elle se sent plus seule, elle se sent accompagnée et puis, elle semble très déprimée comme enfant, alors qu'elle est très jeune et je pense que ça parle de Philippe Châtel lui-même. Moi, j'ai senti qu'il me faisait du bien à l'écouter. En plus, il utilise les codes classiques de la narration pour, les détourner. Donc, la sorcière, on se rend compte très vite que, par exemple, elle veut faire la plus méchante possible, mais en fait, Émilie très vite, la perce à jour et dit: «Mais non, mais elle a bien raison d'être comme ça» et elle s'interroge sur pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle fait parler la sorcière autour de ça. Elle lui dit: «Écoute, je vais trouver une solution pour toi» et le conte avance et Émilie, elle sauve un peu tous les personnages, mais ces personnages, c'est des personnages fictifs, donc ils sont là pour la sauver de l'ennui et de la solitude, donc ils la sauvent et elle les sauve, les 2 en même temps et le conte, la suite de chansons s'arrête un moment et il y a des personnages qui disent: ben il y a une page blanche où tu es écrit en noir F-I-N, fin et elle dit: «Non, non, 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 vous arrêtez pas. On peut pas finir l'histoire là parce que, il y a encore quelqu'un qui ne va pas bien» et elle a pas oublié que, elle a croisé la sorcière, 3 chapitres avant et que la sorcière, elle est toujours malheureuse et donc si elle est toujours malheureuse, elle sera toujours méchante et donc elle dit: «Il lui faut quelqu'un, il faut si elle est malheureuse, c'est qu'elle n'est pas aimée, il lui faut quelqu'un. Trouvons un prince charmant» et donc il cherche dans toutes les pages du livre, mais il y a pas de prince charmant dans l'histoire. Donc elle dit: «Bon, bah, il faut qu'on invente un prince charmant» et le narrateur, donc sa propre tête finalement, dit: «Bah, puisqu'on n'a pas de prince charmant, on va devoir en inventer un» et donc on invente un prince charmant et le prince, il est pas charmant. C'est un prince charmant débutant, il est pas en tenue de chevalier, il est en blue jean, il a pas de cheval. Il dit: «Et mon cheval est en papier», enfin voilà et donc c'est un il est un peu bof comme mais par contre, il est de bonne volonté et il veut aimer et donc du coup, elle trouve une solution, à ça et donc elle trouve des solutions à tous les personnages, des solutions qui sont métaphoriques, qui sont très symboliques et donc on se sent mal au départ, c'est très angoissant et on se sent bien à la fin. On se sent, accompagné, pas seul, on a l'impression que notre imaginaire, il est très fort et il peut inventer plein de solutions pour les autres et pour nous. C'est super et puis après, en grandissant, je me suis rendu compte que véritablement, c'est l'archétype du conte thérapeutique.
chaque chanson, elle a un aspect d'une morale qui est bonne, de quelque chose qui est bon à tirer aux enfants, mais aussi qu'il est bien d'entendre en tant qu'adulte. Donc ça, super conte thérapeutique. Philippe Chadel, il est pas thérapeute, hein, pas du tout. Mais il a fait un très bon travail de conte thérapeutique tout au long de ce spectacle que beaucoup d'enfants des années 90 et puis 80 et 2000 on a entendu. Ça, c'est le premier. Ça me donnait aussi une petite passion pour enfin, ça a fait grandir davantage aussi une petite passion pour la musique. Donc, même si elle est à côté de mon boulot de thérapeute, faut pas la négliger. Du coup, un autre conte qui m'a beaucoup marqué, cette fois beaucoup plus tard, donc une fois adulte et vraiment déjà intéressé par le conte thérapeutique, je suis allé chercher toutes les références possibles en termes de livres, d'ouvrages, de formations sur le conte thérapeutique, et je suis très vite tombé sur un ouvrage qui s'appelle les contes le conte thérapeutique, l'intérêt des contes thérapeutiques en milieu psychiatrique ou quelque chose comme ça, qui est un ouvrage d'une infirmière à l'époque où il y avait la spécialisation infirmière psy, donc c'est une infirmière psy, donc qui s'appelle Solange Langenfeld-Serranelli. Et donc dans cet ouvrage, elle parle de sa pratique d'infirmière en psychiatrie, de l'intérêt des contes de la narration, des histoires dans ce monde-là en particulier. Et donc, elle cite des cas cliniques qu'elle a analysés évidemment, sa réflexion autour de ça, et elle écrit, enfin elle réécrit tous les contes qu'elle a écrits pour ces patients-là, et après elle raconte ce qu'ils ont dit, comment ils se sont sentis après le conte et ce que ça a changé dans la suite de leur accompagnement ou de leur vie tout court. Et je me souviens qu'à l'époque, je suis très intéressé par ça et que j'avais déjà commencé à accompagner des gens. Mais je le relis à nouveau et je me rends compte qu'il y a tout un chapitre sur lequel je suis complètement passé et que ce conte-là, je l'ai pas lu. Ce conte, normalement, il s'adresse à un patient en psychiatrie qui est très violent et qui a peur d'être violent à nouveau, et donc qui reste là, qui sort pas de chez lui ou qui est seulement en hospitalisation parce qu'il a peur de sa violence. Donc c'est l'homme qui a avalé un jaguar sanguinaire, je crois. Et en fait, ce conte, il m'a profondément touché, marqué. Il était très simple et très rapide parce que c'est comme ça que les contes sont censés être. Ils sont censés être flous, vagues et relativement courts pour qu'on puisse les arranger comme on veut, les modifier comme on veut, pour parler le plus possible à un maximum de gens. Et donc, je trouve cette histoire formidable, elle me touche vraiment, et en fait, pensant à un patient que j'accompagne pour complètement autre chose, je me dis: «C'est vraiment quasiment le conte parfait». À peu de choses près, c'est exactement ce qu'il lui faudrait, et en fait, au départ, je me dis: «Je vais lui raconter tel quel», et en fait, je sens que ça ne va pas, heu, que que ça pourrait être l'histoire parfaite, mais il manque quelque chose. Et en fait, c'est la première fois où je prends un conte, je le modifie, je le change. C'est ce qu'on est censé faire avec les contes, on est toujours censé les changer d'une façon ou d'une autre. Du coup, j'ai fini par faire une version très modifiée de ce conte-là, qui s'appelle «Le sang de Puma Terrible» et qui s'adresse pas du tout au même individu, qui vient pas me voir pour la même chose, et l'histoire a été beaucoup étoffée, et il y en a eu ensuite une seconde partie parce que ce patient est revenu me voir pour un autre sujet quelques années après, et donc il fallait je trouvais joli de faire la continuité de ce conte-là, et donc j'ai pris quelque chose, une essence qui était déjà, que je trouvais déjà très sympa et très parlante, qui m'avait marqué moi et que je pensais pouvoir parler à mon patient, et donc j'en ai fait quelque chose d'autre. Mais je pars de son matériau, donc quand je lui ai lu, enfin plutôt raconté, ce conte-là, je lui ai dit, que l'origine, c'était un autre conte qui avait déjà été écrit, et la version modifiée, elle a touché juste. Je l'ai adapté, ajusté, personnalisé, à nos patients et à sa problématique, et ce que j'avais senti au départ, des dizaines d'heures de travail plus tard, s'est révélé plutôt bien. C'est un de mes premiers patients ont suivi vraiment quasiment uniquement sur le compte thérapeutique. On a très peu fait autre chose que ça, et il était en larmes, mais pas en larmes, un petit peu, il était en sanglots lourds et gros, à la fin de la première séance et à la fin de la deuxième aussi, ou quelques mois plus tard pour le second sujet. Donc, et non seulement ça l'a marqué, ça l'a touché, ça l'a il y a eu 2 choses que j'aime énormément dans le conte thérapeutique quand on le raconte et que la personne le reçoit. Le premier, c'est l'émotion, et ça me touche. Ça me touche parce que l'histoire me parle et qu'elle m'émeut, et il y a aussi le second truc de quand j'ai eu fini et que je lui ai dit: «Fin», il m'a regardé et il m'a dit: «Vous avez écrit tout ça pour moi?» Et donc il y avait quelque chose de l'ordre de un peu l'enfant à l'intérieur, on a fait tant d'efforts
pour moi parce qu'il avait bien entendu que ça venait d'une autre histoire, mais il avait bien senti que c'était mes mots, mes formulations, ma façon de parler, donc heu, beaucoup de travail et donc je dis: «Oui», parce que, tout le monde a son histoire. Vous m'avez raconté votre histoire. Moi, je peux pas vous raconter mon histoire parce que mon histoire, elle ne vous sert pas. Par contre, ça me semble bien de vous raconter une histoire, donc vous méritiez de recevoir une histoire en retour et c'est celle-là et il était vraiment hyper touché et donc moi, ça m'a quand il est sorti du cabinet, Mmh. c'est le moment où on fait bonne figure parce qu'il faut pas non plus, trop laisser transparaître, mais lui, il m'a beaucoup touché et puis, surtout, ça a été un tournant, massif dans sa vie. En fait, le conte l'amenait et c'est ce que j'avais voulu, donc ça a été beau de constater que ça marchait aussi fort, l'amenait vraiment à faire un à prendre un tournant à 90°, dans sa vie, vraiment intense et marqué et lui de dire et c'était beau que ça soit dans les premiers patients, de me dire: «Vraiment, c'est l'histoire qui a changé le truc. C'est vraiment, ce personnage-là que vous m'avez raconté, dont vous m'avez raconté l'histoire qui me donne la force d'avoir changé de direction d'une part et surtout de continuer». Alors que j'aurais envie de retourner sur la période d'avant, mais elle est pas bonne pour moi et pour les gens qui m'entourent et c'était vraiment, le jour et la nuit, quoi. Je me souviendrai toujours de ce patient, de sa réaction et du processus aussi de changer un compte pour en faire quelque chose d'autre et depuis, ça m'a réconcilié avec le fait de pas seulement créer des comptes, parce que moi, c'est ma spécialité de les créer de toutes pièces, mais aussi de reprendre des comptes qui existent déjà. Parce que la tradition, pardon, des conteurs, c'est de reprendre des histoires qui existent déjà. Les conteurs ne réinventent pas la roue, jamais. Mmh, ils reprennent des histoires qu'ils ont entendues en tradition orale et ils la modifient à leur convenance, à leur goût et pour leur public, à chaque fois. Et donc, c'était la première fois que je faisais cet ouvrage-là, un conte thérapeutique qui est très, classique finalement, heu, alors que mon approche, elle est un peu nouvelle, alternative presque, dans ce milieu-là. Et puis aussi, c'était, une des plus grosses émotions que j'ai eues en conte thérapeutique, cette fois. L'homme qui a avalé un jaguar sanguinaire, celui-là m'a beaucoup marqué et ce que j'en ai fait aussi après, et pour le, 3e, plus court, j'ai enregistré, une espèce de série en épisodes et là, c'était la première fois que je crée un conte ou une histoire qui n'appartenait à personne, avec la volonté qu'elle soit écoutée par d'autres pour les pas donner des conseils, parce que c'est pas le but ni du conte thérapeutique, ni de la thérapie. Je déteste les contes où il y a une morale évidente, claire, par exemple, parce que pour moi, c'est limité. C'est vraiment donner des pistes, en fait, donner des clés, des ressources, des idées et puis de dire, «Je connais pas la réponse, mais l'histoire nous la montrera peut-être d'une façon détournée». Ça s'appelait, Le journal du capitaine. C'est pas anecdotique parce que c'est un surnom que mes amis me donnaient déjà à l'époque et que je garde depuis. Initialement, je me suis dit: «Je vais faire un brouillon. Je vais faire quelque chose pour m'entraîner au compte thérapeutique et au fait de l'enregistrer». Parce que pour moi, c'était intéressant d'avoir un format pour lequel les gens consomment pas beaucoup d'énergie. Et donc, moi qui avais un passif d'enfant avec écouter des histoires, je me suis dit: C'est logique. L'histoire, ça se raconte. Donc les contes, il faut qu'ils soient racontés pour devenir contes, sinon c'est juste des histoires. Il faut qu'ils soient entendus et donc quel meilleur format que la confrontation directe et si on ne peut pas être en direct, que l'enregistrement, si c'est en différé. Donc je me suis mis à enregistrer des contes, j'en ai écrit. J'ai écrit une espèce d'histoire en plusieurs épisodes de contes et non seulement ça a marché, ça a aidé quelques personnes que j'accompagnais à ce moment-là ou même des proches à moi qui l'ont écouté et qui m'ont dit: «Ah là, je me suis senti compris, entendu, ça m'a parlé». Puis ça m'a donné deux trois idées de choses à faire. Mais en plus, je suis tombé amoureux du processus de créer, d'enregistrer et c'est devenu, ma marque de fabrique. Créer des contes sur mesure, enfin qui n'existent pas avant, qui ne préexistent pas à l'enregistrement et puis les enregistrer, sous format audio pour que les gens puissent les écouter quand ils le veulent et pas seulement quand on se voit. Donc c'est devenu à partir de ce moment-là, un truc et en fait, ce qui était un brouillon est devenu une œuvre, tout court. Parce qu'en fait, c'était chouette, c'était bien les brouillons. Je savais que c'était que des brouillons dans le sens où ils sont foutrement imparfaits, mais ils sont bien comme ça et donc du coup, ils sont toujours, sur mon site internet, du cabinet, ils sont toujours dans les archives parce que c'est de là d'où je pars, en fait, en tant que conteur, sous ce format-là et donc c'est mon essence depuis et puis, il y a aussi un truc que je me suis rendu compte avec les années, c'est que
plus je les écoute tardivement dans ma vie, plus je me rends compte que oui, c'était les balbutiements et qu'il y a plein de choses que j'aurais pu faire mieux. Mais il y a toujours une nostalgie de ah, cette première œuvre que j'ai faite dans ce truc-là. Et puis aussi, je me suis surtout rendu compte que la personne à qui ça parle le plus, c'est moi. Parce que en même temps, en l'appelant le journal du capitaine, j'aurais dû m'en douter, mais en fait, c'est très clairement la version métaphorique. Le personnage, c'est la version métaphorique de ma vie d'alors, de ma vie de l'époque et puis aussi de mon adolescence. Et je n'ai pas vu du tout, du tout, à un seul moment, en l'écrivant et en l'enregistrant, je n'y ai pas pensé, mais vraiment pas. Et en fait, en le réécoutant avec le recul et les années, avec beaucoup plus d'expérience et de bouteilles en comptant thérapeute aussi, je me rends compte de mais ça c'est ma vie, ça c'est une métaphore de moi, adolescence, c'est mes réactions, c'est mes relations avec telle et telle personne. Et donc en fait, ça a aidé pas mal de gens, qui les ont écoutés à l'époque. Encore deux trois personnes qui l'écoutent aujourd'hui et qui tombent dessus et qui me disent que ça leur parle. Mais surtout, je crois qu'avec le temps, la personne que ça a le plus aidé, c'est moi. Et ça aussi, c'est une propriété du conte thérapeutique intéressante, c'est que ça n'a pas seulement de fonction pour les gens à qui ça raconte, mais aussi pour les gens qui la racontent. L'exemple basique de ça, c'est le papa ou la maman d'un enfant. Il y a un moment de tension, par exemple, toute la journée, l'enfant il est grognon, il est colère, il fait une petite tempête émotionnelle ou n'importe quoi de ce genre. En tant que parent, on a un moment, on a envie de ah, j'ai envie de secouer le gamin, panique ou lui en mettre une, mais je suis un bon parent, donc je ne vais pas le faire. Mais cette envie, elle existe chez tous les parents. Elle n'est pas mauvaise ou malsaine, elle existe. Elle naît chez les parents parce qu'on est excédé, on en a marre, on est fatigué nous aussi, et on a envie de dire au gamin ou à la gamine, mais tais-toi, arrête de crier, arrête de pleurer, mais on peut pas le faire. Donc on réfrène cette pulsion de violence, de je sais pas, de cris, d'insultes, de fatigue, d'être excédé et elle doit bien sortir d'une certaine façon. Et donc le soir, quand on raconte l'histoire au petit garçon ou à la petite fille et qu'il faut jouer le loup du petit, chaperon rouge et que on peut prendre la grosse voix et faire le gros méchant et donc, heu, par un peu presque de trucs de comédien de faire un loup qui a une grosse voix et qui fait peur et bien, c'est un petit peu satisfaisant pour le parent et donc ça nous permet de nous faire du bien, d'incarner, quelque chose de méchant et de cruel qui fait peur au chaperon rouge, mais aussi qui fait peur à l'enfant et donc ça permet de décharger un peu de la tension, de l'énervement, de la colère et de la méchanceté, cruauté, qui peut naître, mais qui ne doit pas retomber sur le gamin et ça permet de le décharger, mais d'une bonne façon. Donc là, c'est la version miniature et la très grande version, c'est que ce conte-là que j'ai écrit il y a des années, en fait, il a été super thérapeutique pour moi et je me suis rendu compte qu'après et tous les contes que j'écris, même spécifiquement pour des patientes et des patients qui n'avaient une vie qui n'avait rien à voir avec la mienne, vraiment, quand je les écoute, je me souviens d'eux et ça me touche encore beaucoup. Mais aussi, je me dis: «Mais mince, ça et ça et ça que j'ai dit là, de façon métaphorique et symbolique, j'en ai pas saisi la portée, mais aujourd'hui, je vois que dans ma vie, ça peut dire ça, ça, ça et que ça m'aide». Celui-là, il est marquant pour moi parce que c'est mes débuts, mais aussi parce que, rétrospectivement, il m'apprend encore plein de trucs, sur, le conte thérapeutique, comment il fonctionne, comment il aide et tout ça. Bon, dans les 3 j'en ai cité 2 à moi quand même, mais enfin, un et demi, vu qu'il a été inspiré, L'homme qui avait avalé un jaguar sanguinaire. Voilà. Ces 3 là, Émilie Joly, L'homme qui avalait un jaguar sanguinaire et puis, les premiers journaux du capitaine sont les 3 qui m'ont le plus marqué, je crois, et le plus touché. Il y a un cliché sur l'hypnothérapie qui te saoule? Un cliché habituel de l'hypnothérapie qui me saoule. Le premier truc qui m'énerve, c'est, «Ça va pas marcher sur moi» ou «Ça marche pas vraiment», celui-là, il est tellement renseigné maintenant que ça me fâche presque, tellement c'est récurrent de le réentendre et de devoir leur expliquer, je pense que j'ai eu cette conversation des milliers de fois de si ça marche, si on l'a prouvé, si on le sait, mais depuis hyper longtemps en plus, et pas seulement, c'est pas les gens qui l'ont constaté, c'est aussi il y a des études scientifiques à l'appui, il y en a des milliers, qui en parlent. Donc c'est pas, il y en a 2 ou 3 et elles datent pas de, l'année dernière. Elles ont commencé dans les années 60, c'est vieux. Donc celui-là ayant déjà été abordé, le second, c'est presque le contraire, c'est que l'hypnose, c'est une baguette magique et c'est un cliché qui n'est pas partagé par les gens qui, vont chercher de l'hypnose, même s'ils l'ont un peu, mais il est surtout partagé par les gens qui en font. Les hypnothérapeutes, il y en a plein de mes comparses, de mes confrères et consoeurs qui, voudraient dire que c'est l'outil miracle qui sert pour tout. En fait, il n'y a pas d'outil miracle qui serve pour tout, c'est dommage, mais c'est comme ça. Sinon, tout le monde ferait ça. Sinon, tout le monde ferait de l'hypnose.
Je veux dire, si c'était l'outil merveilleux qui sert à résoudre absolument tous les problèmes de la planète, on serait tous hypnothérapeutes. Ça n'est pas le cas, hein. L'hypnose, comme toutes les sciences, les disciplines et les outils thérapeutiques, a ses limites et ça n'est pas du tout une baguette magique. C'est un très bon outil, c'est très puissant, mais ça n'est pas une baguette magique. Il y a des choses sur lesquelles ça ne marche pas, il y a des choses sur lesquelles ça marche mal, et il y a des conditions dans lesquelles ça peut fonctionner ou pas fonctionner, qu'on a cité, un peu plus tôt. Et donc, les l mes comparses qui disent que ça peut marcher sur tout, que ça peut marcher très vite, très fort et sans aucun, problème, ils ont tendance à m'énerver, et à me fâcher parce que c'est faux et soit ils le savent, soit ils ont la bêtise de penser le contraire et ça m'énerve parce que ça veut dire qu'ils ont pas assez, à mon sens, qu'ils ont pas assez, travaillé leur propre outil, le truc sur lequel ils sont censés être experts, pour lesquels les gens viennent les consulter. Et le deuxième qui m'embête moins et pour lequel je me fâche jamais, parce que là je comprends, c'est quand les patients pensent ça. Il y a des gens qui s'assoient dans ce fauteuil en face de moi, régulièrement et qui me disent: «Voilà, moi je suis venu pour arrêter de fumer, pour, cesser de me disputer avec ma femme, retrouver du lien avec mes enfants. Je suis venu pour, moins, stresser, angoissé. Donc du coup, est-ce qu'on peut faire des séances d'hypnose?» Donc on parle du truc et parfois je leur dis: «Bah, on peut faire ça, 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 si vous voulez, on peut faire de l'hypnose aussi, mais il y a d'autres outils qui sont mieux que ça». «Non, mais moi je suis venu que pour l'hypnose». «D'accord». Et j'ai pas de problème avec le fait que vous soyez venu pour de l'hypnose. Seulement, il y a d'autres outils qui sont bien plus efficaces que ça, d'après ma propre expérience, mais surtout d'après, des recherches scientifiques et puis l'expérience de plein de gens qui m'ont précédé. Donc, est-ce que vous voulez pas en entendre parler quand même? Parce que a priori, si vous venez là, c'est que vous, toute seule ou tout seul, vous avez pas déjà trouvé la solution. Donc, vous venez chercher une expérience, un savoir, une compétence que vous n'avez pas. Donc moi, si tant est que je puisse incarner ce sachant-là ou ce sachant-faire-là, ben je pense qu'il y a mieux. Et il y a des gens qui disent quand même: «Non, moi je suis venu uniquement pour de l'hypnose. J'ai pas envie de parler, de comment ça s'est passé mon enfance, de ma relation avec ma mère et mon père, ça m'intéresse pas, moi je veux qu'on fasse une petite séance ou 2 et puis que le problème il soit résolu». Oui, mais en fait, c'est malheureusement pour moi et malheureusement pour les gens qui me disent ça, ça n'est pas du tout aussi simple. Il y a énormément de choses à prendre en compte pour, faire une bonne séance d'hypnose, et plus on a de détails en tant que thérapeute sur la personne, sa vie, ses problèmes, quand est-ce que la problématique est apparue, quand est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte dans la vie de la personne. Que si on parle de l'angoisse, par exemple, la personne n'a pas toujours été angoissée. Il y a bien un moment où ça a commencé et puis, il y a des moments où c'est plus fort et non fort. Si j'ai ces éléments-là, je peux les inclure dans la séance et dans les ressources ou les pistes que je lance à l'inconscient pour travailler là-dessus. Si je les ai pas, je me lance dans le vide. Donc ma séance sera moins bien et puis surtout, même si ma séance elle est parfaite, il y a des choses avec lesquelles l'hypnose ne répond pas ou pas bien et ce sont des faits, c'est pas moi qui les invente. Donc l'hypnose comme baguette magique, comme une ou 2 séances et ça y est, les problèmes que je traîne avec moi depuis 50 ans seront résolus. Non, je suis désolé madame, je suis désolé monsieur, j'aimerais bien, mais c'est pas vrai. Je pense en particulier à tout ce qui est, les maladies, psy qui sont de l'ordre de la qui sont sur le versant, psychotique. Donc tous les troubles qui sont en lien avec je me déconnecte de la réalité. Donc, les patients qui sont atteints de schizophrénie, les patients qui sont borderline avec une tendance à soit à la parano, soit à la, déréalisation ou des choses comme ça. Tout ce qui est un pas de côté par rapport à la réalité, c'est même pas qu'on ne peut pas, c'est qu'il ne faut pas, faire de l'hypnose avec ces patientes et ces patients-là. Donc à cela, je peux pas dire, «Oui, oui, on va faire une séance d'hypnose et vous inquiétez pas, ça va aller mieux». Pour eux et pour leur type de fonctionnement, de personnalité ou la façon dont fonctionne leur cerveau, c'est pas du tout approprié. Ça peut même, les emmener plus loin dans la parano, le délire ou compagnie. Donc il y a des patients pour lesquels l'hypnose, elle est, prescrite et il y en a d'autres dans lesquels elle est presque interdite. En tout cas, on nous encourage absolument grandement à ne pas pratiquer avec eux et il y a une raison pour ça. Et puis il y a des trucs sur lesquels l'hypnose, elle peut être utile, mais franchement, elle est, c'est pas du tout la meilleure. Travailler les phobies, par exemple, il y a plein de gens qui veulent, se défaire d'une phobie en une ou 2 séances en hypnose. La phobie, c'est vraiment un des trucs les plus difficiles à travailler en hypnose, alors qu'il y a d'autres outils thérapeutiques qui sont, mais vraiment, sensationnels sur la phobie. Les TCC avec la thérapie d'exposition, les mouvements oculaires, enfin, il y a plein de choses qui marchent vraiment extrêmement bien et qui sont assez faciles à mettre en place, qui sont assez rapides aussi, qui font partie de la thérapie brève encore. On parle de, je sais pas, 5 séances. 5 séances pour une, phobie qu'on a depuis qu'on a 10 ans et qui est absolument handicapante, c'est
vraiment pas grand-chose et les résultats sont baqués, supportés par la science. L'hypnose, quand elle s'attaque à la phobie, c'est vraiment galère. C'est possible, mais c'est vraiment hyper long parce que, dans la réalité, par exemple, souvent les patients sont enfin, il y a beaucoup de patientes et de patients qui sont arachnophobes. C'est la phobie la plus commune chez l'être humain. Les patients qui sont arachnophobes, ils ont pas juste un peu peur des araignées, c'est terrorisant pour eux. C'est vraiment absurde, ça ne suit aucune logique et donc dans la réalité, une araignée, elle peut pas être plus en France, une araignée, c'est tout petit. Enfin, je veux dire, c'est grand pour les gens qui sont arachnophobes et voilà, mais ça ne peut pas faire plus grand que ça en France. En Australie, il y aurait des très grosses, d'accord, mais chez nous, on sait qu'une araignée, ça sera pas plus grand que ça. Mais dans l'imaginaire, est-ce qu'il y a des limites à la taille de l'araignée? Non, malheureusement non et donc je vais pas lancer quelqu'un pour traiter son arachnophobie, je peux pas dire le mot araignée, je peux pas parler d'un truc qui ressemble de près ou de loin à une araignée, je peux pas parler d'un truc noir, qui bouge. Il y a plein de trucs qui ne sont pas possibles dans la séance. Donc il faut que je traite un sujet sans jamais parler du sujet et c'est possible, mais c'est vraiment très dur. C'est un travail énorme pour la personne qui accompagne et c'est un risque d'échec de la séance, pour la personne qui est accompagnée. Donc l'hypnose, c'est un merveilleux outil, formidable et très puissant sur plein de choses. Vraiment, il y a énormément de sujets sur lesquels c'est très fort. Il y a certains sujets sur lesquels c'est un des meilleurs outils même. Par contre, il y a des sujets sur lesquels ça marche pas et il y a des sujets sur lesquels ça marche quasiment pas et donc ceux-là, il faut les connaître et il faut pas dire aux gens, pour mes collègues, hypnothérapeutes ou hypnotiseurs de spectacle, il ne faut pas dire aux gens que c'est une baguette magique. C'est faux, ça les induit en erreur et ils risquent d'être déçus. Donc c'est mieux de leur dire la vérité, à savoir: «Je suis désolé pour un vous venez me voir pour une phobie des araignées que vous avez depuis vos 14 ans et qui vient, d'un trauma, X ou Y», je citerai pas le plus évident, mais voilà. Non, on va pas pouvoir résoudre ça d'un coup de baguette magique en une séance d'hypnose. Je suis désolé, il va falloir qu'on travaille longtemps, peut-être quelques quelques séances, quelques dizaines de séances peut-être, parce que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose d'important dans votre vie et qui est là depuis longtemps, très fort, très ancré, très marqué. Non, malheureusement, je peux pas juste secouer un petit truc, magique et puis c'est fini. Donc c'est ça, c'est une baguette magique, c'est un truc que je peux plus entendre, quoi. Est-ce que tu peux accompagner des patients que t'aimes pas? Oui. Oui, oui, je peux accompagner des patients que j'aime pas, c'est pas du tout un problème parce que c'est mon opinion personnelle, elle est pas partagée par tout le monde, dans le monde de la thérapie et dans le monde de façon générale. On peut, à mon sens, accompagner tout le monde tant qu'on le veut, tant qu'on le souhaite. Je peux avoir un avis sur les gens et je peux ne pas les aimer personnellement, mais ici, parce que là, on est dans mon cabinet, dans ce cabinet, que j'aime les gens ou pas, ça n'a aucune sorte d'importance. De la même façon que mes opinions, politiques, religieuses, et mon goût, mon esthétique personnelle n'ont aucune sorte d'importance ici. Le fait que j'apprécie ou pas les gens, ça ne change rien. Les gens, ils viennent. Si on se met sur un raisonnement très basico-basique, pratico-pratique aussi, les gens, ils viennent pour un accompagnement. Ils sont prêts à payer pour ça et c'est comme ça que je gagne ma vie. Alors oui, ça suit, des grands élans de je veux aider les gens et compagnie, mais à la fin, c'est le métier que je fais, c'est mon emploi. Donc quelqu'un vient pour un service, je suis capable de fournir ce service. Pourquoi je ne pourrais pas fournir ce service? Il y a des commerciaux qui vendent des fenêtres à des gens qui peuvent pas supporter et qui peuvent pas voir en peinture. Pourquoi moi ça serait différent? La personne vient pour un service, je suis capable de le fournir. Et puis aussi, il y a un truc que je me dis de temps en temps, j'ai pas la volonté de le faire, mais des fois je me le dis quand c'est un peu dur et que vraiment c'est un patient ou une patiente qui me sort par les yeux, c'est que si cette personne, je ne la supporte pas, je vais encore moins la supporter si elle continue d'aller mal. Si elle va mieux, peut-être qu'elle sera plus sympa, plus gentille, plus aimante, plus qu'elle ou il aura plus de place pour les autres dans sa vie. Par exemple, il y a des gens que je trouve hyper égoïstes et centrés sur eux, pas parce qu'ils s'en fichent de moi, parce que ça j'en ai rien à faire, mais parce que dans la façon dont ils ont parler de leurs proches, j'entends. Ça se ressent que le monde pour eux tourne autour d'eux. Et ça, dans ma vie personnelle, j'ai du mal. Mais au cabinet, j'ai pas de problème avec ça. Que les gens soient égoïstes et égocentriques, c'est pas mon, c'est pas mon problème à moi en fait. Et s'ils vont mieux et si leurs problèmes sont résolus, et ben peut-être qu'ils auront plus de place pour les gens à ce moment-là. Donc, si je suis capable de fournir le service, c'est mon devoir de le faire. À côté de ça, dans la vie, je fais du secourisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que la personne, soit de telle, ethnie, origine sociale, religion, confession, camp politique, ça n'est pas censé rentrer en ligne de compte quand je fais du secourisme. Donc si c'est le cas dans le secourisme, pourquoi ça serait pas le même cas en thérapie? Pour moi, c'est la même chose. Mon vœu, c'est de venir en aide aux gens, tant que c'est des êtres humains et qui
et qu'ils font preuve d'un minimum de respect et de considération pour moi en tant que professionnel, j'ai pas de problème avec ça. S'ils sont insultants, méprisants, irrespectueux ou qui se disent des choses avec lesquelles je suis profondément en désaccord très grave parce que je considère que c'est non compatible avec le fait qu'on puisse travailler ensemble, là, je vais leur dire et m'excuser. Et a priori, par exemple, si j'ai ça, ça m'est pas arrivé, hein, mais je sais déjà que si ça arrive, je vais dire à la personne, écoutez, le courant ne passe pas, la fibre ne passe pas, et je préfère vous laisser travailler avec un autre collègue, une autre collègue qui va mieux s'entendre avec vous et avec lequel il y aura une meilleure entente thérapeutique. Parce que vous, ça sera profitable pour vous et moi, ça sera profitable pour moi. Le courant passe pas, c'est pas grave. On peut pas tous s'entendre parfaitement. Moi, je suis désolé que ça passe pas parce que c'est mon boulot de faire en sorte que ça le soit. Je vais vous réorienter vers tel collègue qui saura carrément mieux vous accompagner que moi. Et vous savez quoi, cette séance, vous la payez pas. Parce que vous êtes venu pour un service et je suis a priori pas capable de vous le fournir. Pas parce que j'ai pas les compétences, mais parce que le feeling passe pas. Donc, a priori, je sais même pas si la personne paierait la séance, quoi. Je pense que je lui dirais, écoutez, comme je peux pas, je vous réoriente et puis c'est pour moi, quoi. Plutôt que s'embêter à se forcer à travailler avec des gens avec lesquels on ne peut pas. Après tout, on n'est pas les seuls sur la planète, hein. Je suis pas le seul hypnothérapeute, je suis pas le seul compteur thérapeutique, même si on n'est pas beaucoup. Donc, quelqu'un peut faire mieux le travail que moi si je rentre tomber avec ces personnes. Donc oui, je peux travailler avec les gens que j'aime pas. Et si ça dépasse un certain niveau, eh bien, je fais mon travail correctement. Je réoriente vers un autre collègue, une autre collègue. Et qui va pas ne pas apprécier cette personne. T'es thérapeute, mais du coup, tu fais comment quand c'est toi qui va pas bien? Je suis thérapeute, comment je fais quand moi ça va pas. Je fais ce que j'essaye de faire. Je fais de mon mieux pour faire exactement ce que je dis à mes patientes et mes patients. C'est-à-dire, je vais consulter et j'en parle à mes amis, à ma famille. Enfin, aux gens qui me sont proches. J'ai tendance à considérer qu'il y a 2 aides ou 2 soutiens, 2 types d'aide ou 2 types de soutien qu'on peut avoir. Il y a le soutien, logique, rationnel, terre à terre. Donc, si je me casse une jambe, il me faut un médecin, en fait. Il faut quelqu'un qui répare ma jambe qui est cassée. Il faut quelqu'un qui remette l'os droit, qui fasse en sorte que ça cicatrise correctement et que ça se passe bien à la suite pour que je puisse à nouveau utiliser ma jambe et que ça cesse de me faire mal. Et il me faut a priori aussi, les gens que j'aime un petit peu autour de moi pour me soutenir dans ce moment difficile. Donc à ce moment-là, j'ai besoin de 2 choses. Ces 2 choses-là, elles sont très différentes. C'est-à-dire que si mon meilleur ami se met à dire: «Non, mais on va remettre la jambe comme ça et mettre un pansement comme ça», pardon, mais enfin, je sais que tu n'as aucune formation médicale, pardon, mais laisse quelqu'un d'autre le faire. De la même façon, si le médecin se met à me prendre dans ses bras, non, pas enfin, pardon, c'est très gentil, hein, mais on se connaît pas, donc merci de vous maintenir à distance, s'il vous plaît. Donc on a besoin de 2 aides. Elles sont très différentes et on a besoin d'aide. Une, c'est bien, l'autre, c'est bien aussi. Les 2, franchement, c'est mieux. Donc il y a 2 médecins, j'en connais, je vais les consulter, quand j'ai un problème. J'ai, une psy, quand ça va pas, je vais la voir. Quand j'ai des problèmes dans, ma vie professionnelle de l'an 2, il y a une séance qui m'a beaucoup remué, il y a quelque chose qui voilà, j'en parle soit à elle, soit à d'autres thérapeutes autour de moi qui font le même boulot, avec qui je peux trouver à la fois du soutien émotionnel et des solutions, des fois, techniques et pratiques. Et puis, au-delà de ça, bah, j'en parle autour de moi. Comme ça, les gens qui m'aiment autour de moi disent: «Ah, je suis vraiment désolé que ça t'arrive, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour que tu te sentes mieux?» ou n'importe quoi d'autre, à leur sauce, quoi. Donc, quand ça va bien, je j'appelle à l'aide. Au moins, j'essaye de le faire en tout cas. Est-ce qu'il y a des conseils vraiment simples et à la con qui marchent à tous les coups et pourtant que les gens, bah, ils font pas? Des conseils qui marchent à tous les coups, c'est difficile, mais il en existe. Il y en a un très simple qui, pendant des années, même dans ma vie, perso, j'avais beaucoup de mal à l'appliquer. En fait, c'est pas que j'avais de mal à l'appliquer parce qu'il est facile à appliquer, mais c'est presque frustrant quelque part. Ce conseil très simple, c'est: dans la vie, il y a des choses dont on sait dont on a besoin. C'est pas une théorie, c'est pas, une intuition, il y a des choses dont on sait qu'on a besoin. On a besoin d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'être en sécurité, de manger, de boire, a priori des bonnes choses ou plutôt des bonnes choses. Enfin, quand je parle de boire, on est d'accord, on parle pas d'alcool, on parle d'eau, et d'autres choses du genre. On a besoin de dormir, de se maintenir en bonne santé et d'avoir des relations, affectives avec des gens que l'on aime ou que l'on respecte. Ça, c'est les besoins, vitaux. On est sur, le bas de la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent. Ces trucs-là, le nombre de gens qui respectent pas ça et qui s'étonnent qu'il y a d'autres trucs, après, ailleurs, qui vont pas bien, hem,
Je suis désolé, mais n'importe quel souci de santé mentale est gravement, gravement, gravement démultiplié par la fatigue. La fatigue, c'est par exemple, il y a énormément de gens qui dorment très mal et c'est pas des gens forcément qui ont des troubles du sommeil, il y a des gens qui dorment très mal juste parce que ils se couchent tard, ils se lèvent tôt et ils continuent ça longtemps et j'en fais partie, hein, c'est pas une il y a pas de jugement dans mon propos, c'est juste un constat parce que je l'ai fait pendant des années vraiment, à un niveau, complètement, irrationnel par rapport à ce que je suis en train de dire. Mais la fatigue, ça aggrave n'importe quel état de santé physique et de santé mentale, qui est délétère. Donc en fait, le conseil le plus simple que je peux donner aux gens, c'est dormez autant que vous le pouvez et le plus, profondément possible. Mangez correctement, des bonnes choses qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir, mais aussi qui sont bonnes pour votre santé. Buvez de l'eau ou des choses qui sont pas trop mauvaises pour la santé, genre pas de boissons sucrées, pas d'alcool ou en tout cas en très petite quantité, raisonnablement. Faites une activité physique, faites des câlins à vos proches et dites-leur que vous les aimez et entendez en retour qu'ils vous aiment, même si c'est un ami, une amie, un membre de la famille, n'importe. C'est pas grave, c'est bien à prendre. J'enfonce des portes ouvertes et tout le monde va se dire: «Oui, mais gna gna il y a bien des trucs plus développés». Non, en fait, il y a des trucs plus développés, mais c'est des détails à côté de ça. Ne pas manger pendant extrêmement longtemps, ça rend tout le monde fou. Ça rend malade. Si vous mangez pas pendant 3 jours, je vous assure que, le meuble en bois, il a l'air attrayant. On devient complètement malade quand on a faim. On devient complètement f quand on a soif. Ça nous met dans un état d'agressivité. La soif, vous pouvez vous battre avec des gens juste parce qu'ils ont accès à l'eau et pas. On voit ça dans les pays en guerre, mais on voit ça dans les épisodes de canicule. Vous avez un robinet et il y a quelqu'un qui reste un peu longtemps, ça vous met dans un. Donc, vraiment, répondez à vos besoins essentiels et tout ira mieux. C'est le conseil que je peux donner à tout le monde et qui marche à tous les goûts. Je pense que c'est le seul d'ailleurs. Donc, garantissez la base et le reste, on verra après. Est-ce qu'une relation patient-thérapeute peut devenir autre chose? Genre un mentorat, une amitié, t'en penses quoi, toi? Mentorat, oui, pourquoi pas, parce qu'il y a plein de j'y pense et j'y crois un petit peu, même si je me suis pas posé la question plus en détail avant, parce qu'il y a plein de patients ou de patientes qui m'ont consulté pour un truc, un sujet en particulier et qui, de temps en temps, reprennent des séances, mais des fois, c'est tous les mois, mais des fois, c'est tous les 6 mois ou 1 an ou c'est une séance ponctuelle, juste pour me tenir au courant de leur vie et me dire: «Qu'est-ce que vous en pensez, vous?» et ils me demandent mon avis, comme si avant je leur avais donné mon avis, alors que c'est pas le cas souvent et donc je continue à faire le même travail que d'habitude, sauf qu'ils le prennent pas pareil. Ils ont pas un problème sur lequel ils veulent une solution, ils ont besoin d'un petit soutien, d'un petit avis et là, j'ai l'impression de devenir un peu un mentor de, je vais demander au gars qui a déjà solutionné mes problèmes, alors que j'ai solutionné leurs problèmes en leur posant des questions et que c'est eux qui ont résolu finalement leurs propres problèmes. Mais, je peux l'imaginer ce truc se développer dans un truc de mentorat, de finalement quand on fait de la thérapie, on avertit, on alerte et on enseigne aussi aux gens un petit peu comment ça fonctionne l'esprit, comment ça fonctionne des fois là. Moi, j'apprends un peu aux gens comment ça fonctionne la conscience, par exemple, parce que je fais de l'hypnose et du compte thérapeutique et que la conscience, elle bouge quand on en écoute ou quand on en bénéficie. Donc, à notre contact, ils peuvent apprendre des choses. Donc, très vite, on peut rentrer dans un truc dans lequel il faut pas trop tomber, mais de formateur ou de sachant. Donc, ça, je peux imaginer. J'ai déjà eu des gens en séance qui ont arrêté d'être mes patients parce que leur problème était résolu et qu'ils n'avaient pas besoin de davantage et que j'ai retrouvé en formation à l'époque où j'en donnais quelques années après. L'inverse aussi, c'est déjà passé. Donc, ça, ça reste OK parce que pour moi, le mentorat ou le fait d'être formateur ou enseignant, ça reste une activité professionnelle ou périprofessionnelle. Par contre, l'autre changement, c'est-à-dire un patient, une patiente qui est, donc un patient, ma patiente qui devient, mon ami, mon amant, mon amante, mmh, la personne qui partage ma vie, ou quelque chose d'autre comme ça, ça coince un peu plus parce que pour moi, on peut pas faire les 2 correctement. Après, c'est ça j'ai pas eu beaucoup l'occasion de me frotter à ce problème. Les quelques fois où ça s'est produit, c'était plus dans l'autre sens. C'est des amis pour qui je suis devenu ou des connaissances, même vagues, ou des anciens collègues de travail pour qui je suis devenu thérapeute. Tout le temps, ça a été utile de se connaître, mais problématique.
à un moment, alors pas grandement problématique, mais un peu problématique pour l'accompagnement. Donc cette traduction-là, elle a toujours plus d'aspects négatifs que positifs. Dans l'autre sens, je trouve que c'est pire encore parce que la relation n'est pas égale au départ. Si quelqu'un veut devenir mon ami parce que ses séances sont terminées et compagnie, parce que moi, par exemple, quelqu'un que je suis en séance, c'est une de mes règles tacites, je les ai jamais vraiment formulées, mais quand les gens en parlent, je leur dis: «Si vous êtes encore en séance, je peux pas être votre ami et en même temps votre thérapeute. Sinon, quand est-ce qu'est la limite de quand est-ce que vous pouvez m'appeler, par exemple?» Il y a plus de limite. Mes amis, ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, j'essaye de répondre. Si je suis capable de le faire, je le fais. Mais si c'est quelqu'un qui vient me consulter, en fait, est-ce qu'il m'appelle pour que je sois son ami ou est-ce qu'il m'appelle pour que je sois son thérapeute? On sait plus. Même lui, elle ne sait plus. Et ça, j'ai déjà vu. Donc j'ai déjà vu que ça marchait pas bien. Et puis aussi, est-ce que je vais pas me rendre, même si je fais pas ça pour, l'argent à la base, c'est quand même comme ça que je gagne ma vie et que je paye mes factures à la fin du mois. Donc comment je fais pour ne pas, juste me retrouver dans la situation dans laquelle maintenant je fais des séances gratuites parce que c'est mon pote ou, mon ami? Bah, je peux plus me garantir que j'arrive à le faire et je peux plus non plus garantir la même neutralité dont j'ai besoin pour travailler correctement. Parce que ça y est, maintenant je connais la personne personnellement. Donc maintenant j'ai un avis sur sa vie. J'ai pas seulement des questions, des remarques, des interrogations, j'ai un avis. Il y a des choix que je préfère et d'autres que je préfère moins parce que ça m'avantage en tant qu'ami ou en tant qu'amant ou en tant que compagnon ou je sais pas quoi. Donc du coup, je suis plus neutre dans le truc, donc j'arrive pas à travailler correctement. Donc j'essaye d'éviter de le faire. Le cas s'est posé encore, récemment de quelqu'un qui a fini son accompagnement et qui me dit, Maintenant que mon suivi est fini et que j'ai plus besoin de vos services, moi, franchement, je trouve que vous êtes un type chouette, est-ce qu'on peut devenir amis? Est-ce qu'on peut se voir en dehors? Est-ce que ça me dérangerait ou est-ce que ça va?» Je sais pas comment poser la question et moi j'ai dit: «Beh non, ça me dérange pas, ça peut être possible, mais après ça va être bizarre et difficile parce que, on part pas du tout d'un pied d'égalité. Moi, je sais plein de trucs sur vous et vous, vous savez rien de moi. Rien» et donc la personne me répond: «Si, un peu quand même». Non, vous savez des trucs sur qui je suis en tant que thérapeute, vous savez pas qui je suis en tant que personne. Vous connaissez pas l'humain derrière le thérapeute. Ils sont pas si différents, mais c'est pas la même personne. Et puis, il va falloir du temps avant que ce fossé, il soit égal, quoi. Et puis surtout, que se passe-t-il si, cette personne a à nouveau un problème dans la vie et qu'elle a besoin d'un thérapeute à nouveau? Bah mince, maintenant c'est bloqué. On peut plus travailler ensemble parce que donc c'est toujours un peu bizarre, il y a des gens avec qui j'aimerais bien être ami et qui voudraient bien travailler avec moi, mais la question c'est toujours comment on fait pour que ça marche correctement? Et où est-ce qu'on place la limite? Et je pense qu'il faut répondre à cette question clairement parce que si on n'y répond pas clairement, on va se trouver face à un mur, l'une l'autre, à un moment ou à un autre. Et le dernier cas, celui sur lequel je suis le plus frileux, bon moi c'est un no go, total, c'est, la relation amoureuse. Heu, je l'ai déjà vu plein de fois chez des gens que je connais, des, relations sexuelles ou amoureuses, ça se passe toujours extrêmement mal pour tous les gens qui m'en ont parlé. Parce que la différence, elle est encore plus énorme. Heu, là, on a énormément d'informations sur une personne avec qui on a une relation, intime ou amoureuse profonde. C'est pas du tout une bonne façon de commencer une relation. En plus, il y a un idéal. On idéalise beaucoup les gens qui nous accompagnent parce qu'ils nous aident, ils nous soutiennent et nous, on a l'impression qu'on leur doit quelque chose. Donc il y a un truc de redevance qui est nul, on attend que de cette personne qu'elle résolve nos problèmes, tout le temps et qu'elle ait tout le temps la réponse, alors que dans la vie, en fait, on n'a pas du tout le temps les réponses en tant qu'individu. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est un plus la relation est proche, plus c'est une mauvaise idée. Moi, je me le suis toujours interdit et en vrai, n'importe qui fera le même boulot, même lointainement, qui soit dans une relation d'aide, je conseille pas du tout. De la même façon que j'encourage pas, les infirmiers et les infirmières, à sortir avec leurs patients pour la même raison, quoi. Est-ce que ça semblerait pas bizarre à quelqu'un de sortir avec son médecin? Moi, ça me semble bizarre, ça me semble pas être un bon début de relation, mais après c'est mon positionnement, perso. C'est soit très compliqué, soit impossible. Est-ce qu'il y a des conseils que tu regrettes d'avoir donnés dans ta carrière de thérapeute? Oui, tous les conseils que j'ai donnés. Hem, le on n'est pas, on est thérapeute, on n'est pas coach, et ça pour moi ça a été c'était un parcours très long, hem et encore des fois je me vois, et des fois je le dis à mes patients, je dis: «Là si je continue cette phrase, je vais rentrer dans le conseil et
C'est pas la raison pour laquelle vous m'avez engagé en quelque sorte. C'est pas le boulot que je dois faire avec vous. Si je veux rester thérapeute, il faut que je trouve un autre truc. Je pense vraiment qu'il faut se protéger du fait de savoir. Il y a des trucs qu'on sait sur nos outils ou nos théories qui viennent de pas nous. Mais quand la personne a une question qui porte pas sur l'esprit, le cerveau, à la limite peut-être, ou comment on fait en thérapie pour accéder à un truc, on n'a pas la réponse. En tout cas, je crois et j'essaie de défendre ce truc-là et moi de l'incarner. Et donc, à chaque fois que je donne des conseils, des fois enfin, des fois et souvent ça a marché, mais en fait, c'est pas ce qu'on attend. Parce que si je donne un conseil, s'il marche, la personne va être très contente. Mais elle a pas développé les compétences nécessaires pour, s'en sortir la prochaine fois pour le même problème. La prochaine fois qu'un problème va se proposer du même ordre, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va venir me voir et me dire: «Qu'est-ce que vous en pensez de ça?» Pour avoir le bon conseil du bon gars qui a des bons conseils. En fait, c'est nul. Du coup, la personne, elle reste prisonnière de mon bon conseil. Et en plus, il y a bien un moment où je vais me foirer. Il y a bien un moment où je vais donner un conseil que je pense être bon, qui est de bonne intention, mais qui sera pas ça. Les personnes viennent nous voir avec leur vision de la réalité. Ils nous racontent pas la réalité. Ils nous racontent leur perception. Et nous, si on pense pouvoir trouver la solution à la réalité à partir de leur perception de la réalité, on a mais tout faux et on se leurre. Et on peut dire des trucs, par exemple, la personne nous raconte ce qu'elle vit avec son compagnon ou avec sa compagne et on se dit: «Waouh, il y a quand même beaucoup de signes d'une relation qui est très, très malsaine» et pas de dire: «La personne, elle a bu». C'est pas la personne, avec qui elle sort ou avec qui elle couche qui est malsaine, c'est, la relation entre eux, elle est pas OK du tout. Là, ils se font du mal, ça se voit, c'est elle, c'est lui qui en subit le plus, mais franchement, ça a pas l'air, très vite dans ce genre de truc. On veut sauver les gens, hein, on veut les aider et donc ils me disent: «Vous pensez que je fais quoi?» On peut très vite tomber dans: «Moi, je pense que cette relation, elle ne mène nulle part, écoutez», on peut vite rentrer là-dedans sans même se rendre compte qu'on est en train de donner un conseil. Qu'est-ce qui se passe si madame ou monsieur, quitte son compagnon et c'est pire après? Parce qu'on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, enfin le fameux truc. Qu'est-ce qui se passe si c'est pire? Bah, elle peut venir me voir, il peut venir me voir en disant, n'importe quoi. «Pourquoi vous m'avez quitté ma femme? Pourquoi vous m'avez quitté mon mari? Maintenant je suis malheureuse et toute seule. Avant j'étais malheureuse, mais avec lui». Ou n'importe quoi d'autre, hein et le mari, la femme pourra nous le reprocher, il aura le droit de le faire. Je veux dire, on n'est pas payé pour donner des conseils, c'est pas notre boulot et donc je regrette la plus grande partie des conseils que j'ai donnés. Tant que c'est pas des conseils sur, enfin des explications, des conseils sur comment ça marche techniquement un outil ou un truc qu'on peut utiliser pour faire quelque chose. Je regrette pas, les conseils que j'ai donnés qui sont backés par la science, par exemple, quand je dis aux gens: «Écoutez, pour ce souci-là, vous me parlez de votre traitement, et que votre antidépresseur, votre anxiolytique, le lithium qu'on vous a prescrit, ça vous les effets secondaires sont trop lourds. Je suis pas la bonne personne à qui en parler. Parlez-en à votre médecin traitant ou votre psychiatre et rapprochez-vous des professionnels de santé, la santé, physique, courante». Bah, là, c'est un conseil, mais c'est un conseil, complètement, logique, palpable, vérifiable. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut me dire: «Ah bah, tu as donné ce conseil. Oui. Est-ce que tu es sûr que c'est un bon conseil?» «Bah oui. Oui, je suis sûr que c'est un bon conseil parce qu'il y a des faits observables et vérifiables qui permettent de me dire que c'est un bon conseil». Parce que, statistiquement, les gens se portent mieux en santé physique, en santé mentale, quand ils sont proches de leur médecin traitant et quand ils sont en contact avec la médecine de façon générale. Donc je sais que c'est un bon conseil. Je le sais, c'est pas une question. Donc là, si c'est appuyé par la science ou que ça parle de mes outils, je peux donner des conseils. Dans tous les autres cas, c'est vraiment la pire idée du monde, même si ça se passe bien. Quels conseils je regrette d'avoir donné? Tous, absolument, absolument tous, Comment tu fais pour fermer vraiment la porte du cabinet? Il y a plein de gens qui se demandent ça. Comment on fait pour entendre des choses parfois très dures en séance et réussir à passer à autre chose en rentrant chez soi? Comment on fait pour pas devenir le thérapeute de ses proches et rester à notre place d'ami? compliqué cette question. C'est pas pour dire que les autres sont pas compliqués, mais celle-là, c'est pareil, comme d'autres, ça a été un long sujet. Comment on met la frontière? Alors, j'ai pu le dire, le thérapeute et l'individu sont pas exactement la même personne. Évidemment, on n'est pas radicalement différents, on peut pas être tout l'inverse de qui on est dans la vraie vie en tant que thérapeute. Surtout que, en tout cas, c'est mon point de vue, on est tous partis sur des études ou des formations et on est tous devenus thérapeutes parce qu'on a une essence de je veux aider mon prochain. Tout comme les médecins, tout comme n'importe quel métier de service. Et donc, c'est pas si séparé que ça, c'est proche. Et je pense que plus on est aligné, et ça, c'est vrai pour n'importe quelle profession, pas que thérapeute, plus on est aligné avec qui on est dans la vie,
dans notre milieu professionnel et plus on est aligné avec qui on est professionnellement dans notre vie, mieux c'est. Après, ça peut pas être la même personne. Parce que quand je vais me coucher le soir, je peux pas penser à ce que ma patiente m'a raconté sur son enfance atroce dans le pays dans lequel elle a grandi. Et je peux pas ramener toutes les histoires que j'entends toute la journée chez moi et m'endormir dessus. Parce que les gens me racontent, enfin, c'est notre boulot de recevoir la collection d'horreur des gens. Du pire au meilleur de ce qu'ils vivent, ils vont nous le raconter. Donc, c'est cool quand c'est chouette, mais souvent, ils viennent tout froid parce qu'ils vont pas bien. Donc, je peux pas. Faut pas que je ramène ça avec moi en tant qu'individu. Faut pas que je me fasse heurter par ça non plus. Il faut que je me fasse impacter parce que sinon, je cesse d'être un être humain et je suis pas compatissant. Et donc, la personne me dit que elle a été agressée dans la rue et ah oui, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Enfin, je peux pas être cet individu-là. Il faut que ça me touche, il faut que je continue d'être un être humain, mais par contre, je peux pas être Victor Duhaillon. Et ça a été facile pour moi au départ, par exemple, de beaucoup mettre le cabinet du compteur et donc d'être le compteur ou le thérapeute. Donc, quand les gens disaient oui, mon thérapeute, et lui disaient à moi, ah oui, je disais à ma sœur que j'allais voir mon thérapeute cet après-midi ou mon psy, même si j'arrête pas de leur répéter que je suis pas psy. Ça m'allait bien. Quand ils disaient, ah oui, bah, je disais à ma compagne que j'allais voir Victor cet après-midi, ça grassait un peu plus. Il y a longtemps, maintenant, ça me pose plus de problème, mais parce que justement, ça a ramené la personne dans le cabinet. Et moi, j'essaie de pas être moi ici, j'essaie d'être thérapeute. Donc, c'est compliqué à faire. Je pense qu'il y a toute une question de rituel, de choses à mettre en place pour se dire j'enfile ma tenue et je l'enlève. Il y a des choses que je faisais avant, dont j'avais besoin, maintenant j'en ai plus besoin, ce qui se passe dans ma tête, mais il y a des choses que je faisais avant les séances et après les séances pour me dire la séance elle commence, la séance elle est terminée. Là par exemple, j'ai ma voix de thérapeute. J'ai pas du tout la même voix quand j'enregistre des comptes thérapeutiques et j'ai pas la même voix et la même intonation quand je suis dans ma vie de tous les jours. Elle est pas si différente, mais il y a une autre façon de parler. Je suis dans mon rôle, tout comme un acteur au cinéma ou un comédien au théâtre. C'est un rôle qui me ressemble, qui est proche de qui je suis, mais ce n'est pas qui je suis. Et volontairement, quand c'est trop dur, je mets un peu plus de distance. Donc les rituels sont un peu plus longs, un peu plus ancrés. Donc voilà, il y a tout un mode cabinet, par exemple. Quand j'arrive le matin, il y a un ensemble de choses que je fais avant de me dire je suis en capacité d'accueillir des gens. Et c'est des choses que je défais le soir quand ça finit. Et je le fais systématiquement. Oui, ça me prend du temps et oui, ça peut être embêtant, pour ne pas dire un autre mot, mais ça m'aide à faire la séparation entre les deux. C'était plus difficile avant, c'est plus facile maintenant. Je pense qu'avec le temps, ça se lisse, c'est plus naturel. Voilà. Pour la première partie, la question. Pour la deuxième partie, sur comment on n'est pas thérapeute avec ses amis, j'ai toujours pas résolu cette question. D'une part parce que moi j'ai fait le choix d'accompagner des gens même que je connais, en leur disant que je les accompagne donc je suis capable de le faire. Si je suis pas capable de le faire, je le dirai et j'en serai désolé, mais voilà. Et en leur disant par contre: «Sois prête, sois prêt, je vais pas être comme ton ami, auquel j'aurai une autre façon de m'adresser à toi, de te parler. On n'est pas des inconnus, mais par contre il y a des gants que je prends avec mes amis que je prends pas en tant que thérapeute parce qu'il y a des choses, des fois, les gens ont besoin d'être confrontés à certaines réalités. Mes amis, je les confronte pas aussi durement à leur réalité. C'est pas forcément mon boulot en tant qu'ami. Des fois, ça l'est, mais c'est rarement le cas. Mes patients, c'est plus courant que je les mette face à écoutez, vous m'avez dit ça, et là, vous me dites ça. Vous m'avez dit ça il y a 3 séances, et là, vous me dites tout l'inverse. Donc, vous avez changé la vie ou est-ce que la réalité a changé entre-temps? Donc c'est assez confortant, c'est pas un truc que je dis à mes amis, du tout, jamais. Donc il y a des différences. Après, j'ai toujours mes réflexes des formations professionnelles, j'ai toujours mes réflexes de thérapeute quand j'ai un ami ou une amie qui va pas bien ou même, je sais pas, ma soeur, ma mère, le Saint-Esprit, j'en sais rien, mais j'ai des réflexes de thérapeute quand c'est avec mes amis et j'ai des réflexes d'amis des fois quand je suis thérapeute. Ça, c'est pas parce que je fais ça depuis longtemps que j'ai pas encore des quand on est proche des gens et que c'est nos amis, nos proches, des membres de notre famille ou la personne avec qui on vit, on a tendance, quand les gens vont mal, on veut absolument trouver la solution. On veut que ça s'arrête. Quand quelqu'un proche de nous souffre, on veut que ça soit terminé. Pour la personne, mais pour nous aussi, parce que nous, on souffre de la voir souffrir ou de le voir souffrir. Donc, on cherche des solutions. Et c'est là qu'on rentre dans le conseil parce qu'on a toujours le bon conseil sur non, mais à ta place, je ferais ça pour aller mieux et ça serait terminé, il n'y aura plus de souffrance. C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire en tant que thérapeute. Et donc, je réfrène, comme je le disais tout à l'heure, ce réflexe quand je suis thérapeute. Et de l'autre côté, comme je sais qu'il y a des choses qui marchent au cabinet
des fois, des amis me parlent de situation et j'ai envie de leur dire: «Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si?» et donc régulièrement et là, c'est leur boulot d'amis de me dire ça, régulièrement, j'entends des: «Non, mais moi, je suis en train de parler à mon pote, en fait, je suis pas en train de parler à mon psy», c'est très cool la question, je me poserai la question la semaine prochaine, mais tu sais quoi? Juste dis-moi, je suis désolé que ça t'arrive, ou dis-moi ton avis sur la question. J'ai un ami qui s'appelle Nathan et il y a des années de ça, on avait une discussion sur un sujet qui était très touchy pour lui et j'avais, littéralement eu une séance avec un patient qui avait une vie proche de la sienne. C'était pas le même individu, mais ils se ressemblaient. 2 semaines avant qui s'était merveilleusement bien passé, j'étais trop content de cet accompagnement, ça avait vraiment bougé des choses, c'était très, très confrontant et en fait, je pose à mon ami, les mêmes questions, les mêmes choses par rapport à la même situation et en fait, ça tourne, il me répond, mais je sens que c'est de plus en plus lointain, quoi. Et qu'il fronce les sourcils. À un moment, il me dit: «Eh mais je suis pas engagé de psy moi, donc est-ce que je peux allô Houston, est-ce que Victor est là?» ou je sais plus comment il l'a formulé exactement, parce qu'il y avait un truc de, «Eh oh! Eh oh, est-ce que je peux avoir mon avis à nouveau? Enfin, c'est quoi ton avis sur la question?» et ça a été hyper dur de sortir de ça et de lui donner mon avis et j'avais le truc de: «Non, mais moi je sais pas». Il dit: «Non, mais tu as bien un avis sur la question. Toi, tu ferais quoi à ma place?» «Non, non, mais je veux pas». Je sais pas moi ce que je ferais à ta place. Si tu es à ma place, tu devrais bien faire un truc. Tu vas pas rester là et attendre que la vie continue de tourner. Tu ferais un truc, tu vas gérer, tu réagirais comment? Et il m'a pris en défaut. Il m'a pris en défaut d'être thérapeute avec mes amis. De temps en temps, mes amis me le rappellent ou les gens de ma famille. Donc j'ai pas tout à fait résolu, cette question. J'essaye de me dire, de quoi ils ont besoin à ce moment-là et de qui ils ont besoin. Est-ce qu'ils ont besoin du thérapeute ou est-ce qu'ils ont besoin de l'ami? Souvent, mes amis et mes proches ont besoin de l'ami ou du proche. Des fois, ils ont besoin de thérapeutes et dans ces moments-là, il faut que j'essaye de me rappeler, de leur dire: «Écoute, j'ai un annuaire rempli de collègues qui font très bien ce travail-là aussi. Est-ce que si tu as d'autres questions ou d'autres choses, vois avec eux parce que sinon moi je vais faire mon boulot de thérapeute avec toi et ça sera peut-être ce que tu as besoin de moi». Les gens qui travaillent dans le soin, en général, ils accompagnent pas juste avec leurs connaissances et leur expérience. Ils ont aussi leur humanité, leur manière rien qu'à eux de s'investir dans leur métier. C'est justement la raison pour laquelle je fais cette série de vidéos, c'est pour montrer un petit peu ces humanités-là. Et du coup, je me demandais comment est-ce que toi, tu définirais ta manière d'être thérapeute. Quelle est ma façon à moi? Bah, on a beaucoup parlé des histoires et de la narration, donc ça, c'est la réponse évidente. La narration, elle est centrale dans tout ce que je fais et c'est pas seulement, quand je fais de l'hypnose et du coaching thérapeutique, c'est entrelacé dans tous les outils que j'utilise, c'est le ça s'appelle un méta process, c'est le truc au-delà de l'outil que j'utilise ou de ce que je suis en train de dire qui est toujours en toile de fond, c'est les histoires. Parce que tout ce qu'ont vécu les gens, ce sont des histoires. Tout leur passé, c'est plus que en réalité, aujourd'hui, tout mon passé, c'est plus qu'une histoire que je raconte et que les gens autour de moi racontent. Donc, tout est une histoire. Et donc, tout le travail thérapeutique peut être orienté autour de cette question-là. Et moi, c'est le choix que j'ai fait parce que j'y vois beaucoup d'intérêt, de bénéfices et compagnie. Donc, ça, je pense que c'est le premier truc, la prépondérance de l'idée de tout est une histoire. Et donc, une histoire, elle a un début, un milieu et une fin. Donc tous nos épisodes de vie ont un début, un milieu, une fin. Et tous nos épisodes, émotionnels, ça c'est un truc dont on avait déjà parlé et que tu aimes bien, c'est toi qui me l'avais dit, c'est ma reformulation de ton propre propos. Les moments émotionnels et les sentiments, ils ont un début, un milieu, une fin. C'est une histoire aussi à raconter. Et puis surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'une histoire, on peut la réécrire et c'est pas la modifier parce qu'on peut pas changer ce qui s'est passé dans la réalité. Par contre, on peut en changer le récit et ça change tout. C'est l'idée de la thérapie narrative, par exemple. Donc ça, c'est le premier truc et le truc absolument central et sinon, je dirais qu'il y a 2 choses. Ça va avec, mais rien n'est réel. C'est un positionnement philosophique, aidant. Rien n'est réel. Donc les gens, ils me racontent des choses, ils sont persuadés que c'est vrai, mais moi, je me dis pas que c'est vrai. Je me dis pas que c'est faux non plus. Je dis juste que c'est une réalité parmi mais un milliard d'autres réalités, 1 milliard d'autres histoires que donc le voisin raconterait, l'événement différemment, la femme, le mari, la mère, la fille, tout le monde raconterait l'histoire différemment. Donc pour moi, les gens ne me mentent pas, mais les gens, tout comme moi, je n'ai pas accès à la réalité, hein. J'ai accès à ma perception à moi et les autres me donnent à voir leur perception. Donc pour moi, c'est comme si, on regardait ce truc-là. Moi, ma façon de voir cet objet, c'est celle-là et pendant un temps, je peux la regarder que comme ça
Et toi, ta façon de le voir, c'est comme ça. Donc, on voit pas du tout le même objet. Pourtant, on regarde la même réalité. Et donc, mon boulot à moi, à travers l'idée des histoires, mais de rien n'est réel, rien n'existe vraiment, il n'y a pas de réalité factuelle, c'est de dire, si la réalité, elle existe, on peut l'avoir là, on peut l'avoir là, mais on peut l'avoir aussi de tous les foutus degrés de déclinaison là. Donc, il y a une infinité de façons de regarder la même réalité. Donc, moi, mon boulot, c'est de dire aux gens, j'entends ce que vous m'avez dit, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre façon de la raconter, mais aussi est-ce qu'il y a une autre réalité dans laquelle ça, c'est plus facile à vivre? Comment vous pouvez raconter votre histoire? Comment vous pouvez changer votre perception de la réalité pour mieux le vivre? Il y a des choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par ça. Vraiment un très grand nombre de, de moments d'accompagnement centraux, c'est aider les gens à changer de perspective et de regard sur ce qu'ils ont vécu. On ne peut pas changer le passé. On peut complètement changer ce qu'on en raconte au point où le passé ne sera plus du tout un problème. Et je dis ça en sachant que plein de gens qui peuvent regarder ça ou écouter ça, toi et moi y compris, on peut se dire non, non, mais tu connais pas mon passé. Non. Mais je peux le dire, peu importe le passé. J'ai entendu sur ce fauteuil des histoires absolument atroces, vraiment, et j'insiste sur le mot. Et pourtant, les gens, aujourd'hui, réussissent à bien vivre avec. Avec des trucs avec lesquels moi, je pense même pas que je me serais remis tout court. Je serais resté là. Complètement traumatisé par le truc. Ces gens-là, ils ont réussi à s'en sortir. Avec mon aide, sans mon aide, peu importe. Mais on peut se remettre de tout tant qu'on est encore en vie à la fin. Il faut juste trouver quel récit en faire, quel regard poser sur la réalité, quelle est la meilleure perspective à adopter sur cette réalité-là. Donc ça, c'est le deuxième truc, beaucoup en lien avec le premier. Le troisième, très différent des deux autres, c'est que je suis un être humain. Il y a des fois où je sais plus que les gens et c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Ils viennent me voir pour l'expertise, comme ils viennent te voir sur comment ça marche la santé mentale, comment ça marche l'esprit, le cerveau à la limite, bien que ni toi ni moi, a priori, on est neuropsy ou neurologue, mais bon, on connaît par nos études et nos lectures et des conférences et des trucs un peu là-dessus. Les gens, ils viennent me voir pour ça, mais ça fait pas de moi un sachant absolu. Je suis un être humain, il y a plein de trucs que je sais pas. Et j'essaye de le faire, je le dis tout le temps quand je sais pas. J'essaye dans ma vie tout court, mais aussi auprès de mes patients, surtout, de dire, je sais pas. Je sais pas, vous me posez une question là-dessus. Déjà, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de vous répondre, même si je savais. Et en plus, là, pour le coup, je sais vraiment pas. Je sais pas, il y a des questions auxquelles j'ai pas de réponse et aussi, il y a des trucs que je leur dis: «Mais moi aussi j'ai foiré là-dessus, hein». Là, vous me parlez d'une relation qui s'est très mal passée avec votre compagne et qui fait que peut-être elle va vous quitter et plus jamais elle voudra retourner dans votre vie. Moi aussi, j'ai fait des trucs pareils. Je vais pas vous raconter en détail parce que ma vie n'a pas d'importance, mais vous êtes pas seul, en fait. Moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. D'autres que je connais ont fait cette erreur-là, mon père, ma mère, mon cousin, ma sœur, mon meilleur ami, ma compagne, peu importe, on a tous fait des erreurs et moi y compris. Donc je suis pas, parce que sinon très vite les gens peuvent penser qu'on est, au-dessus, qu'on sait mieux ou qu'on vit une vie parfaitement saine. Non, comme tout le monde, on fait le mieux qu'on peut, et puis des fois le mieux qu'on peut, c'est pas assez, et ça se passe mal. Et donc de dire aux gens: «Je ne sais pas, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vécu, pas ça exactement, mais quelque chose de similaire. Je vous comprends et je vous comprends pas seulement parce que je sais ce que vous vivez avec ma tête. Non, j'ai déjà expérimenté un truc qui ressemble à ça et franchement, c'était horrible. Je veux pas faire de transfert, mais je compatis et vraiment, je suis sincère quand je dis ça». Et de dire: «Là, moi, je vous accompagne pour que vous alliez mieux, mais demain, peut-être que moi, j'aurais besoin que quelqu'un dans la rue me soutienne aussi, parce que je vais pas bien et que je vis un truc atroce, qu'on m'a appris un truc horrible au téléphone, je suis pas à l'abri de ça. Je suis un être humain comme vous et du coup, il y a moins de gêne à parler des trucs difficiles, il y a moins de culpabilité il y a des solutions thérapeutiques qui sont très bonnes, elles sont hyper dures ou hyper longues à mettre en place. Il y a des choses pour changer et pour vivre mieux, il faut faire des efforts pendant longtemps et c'est dur, il faut tenir, c'est compliqué et donc qu'ils sachent qu'on est des êtres humains et moi leur répéter que j'en suis un avec toutes mes failles, mes erreurs et tout ça, les gens ils se sentent pas seuls dans le fait de pas réussir, pas être aussi bon que ce qu'ils voudraient, à être décevant. Moi je leur dis, moi je me déçois tout le temps. Je passe mon temps à me décevoir, je passe mon temps à faire des trucs dont je suis fier et aussi à faire des trucs qui me déçoivent. Ça fait partie du jeu et je suis pas ni un surhomme, ni la réponse à tout, ni
Et je trouve que ça aide beaucoup, ça humanise beaucoup. De dire des phrases d'être humain au milieu des trucs. Par exemple, à chaque fois que les gens me parlent d'agression sexuelle ou d'agression physique, de violence ou de violence sexuelle, à chaque fois, maintenant, c'est mon réflexe. Avant de partir dans tout ce que je vous explique, ce que votre cerveau a fait à ce moment-là, je vous explique comment on peut s'en sortir, quels outils on va pouvoir utiliser. Le premier truc que je leur dis quand ils ont fini de raconter, c'est OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire autour de ça? Autre chose que vous avez besoin de dire, de lâcher, d'expliquer, de raconter? Non? OK. Alors, avant qu'on parle d'autres trucs, je veux dire un truc, je suis désolé que ça vous sera arrivé. C'est dégueulasse. C'est pas juste, ça n'aurait pas dû vous arriver comme ça aurait dû arriver à personne d'autre à votre place. Je suis désolé. Et je me sens mal d'entendre que vous avez vécu un truc pareil. Parce que moi aussi, je suis un être humain. Et même si, en tant que Victor Duhaillon, j'ai pas de place dans la... Je peux pas mettre le projecteur sur moi, c'est pas pour ça qu'on est là. Mais par contre, sentir que on est en face d'un autre être humain qui compatit vraiment et pas juste oh, je suis désolé que ça vous soit arrivé, avec un cerveau froid, eh bien, ça fait quelque chose. C'est mieux. On se sent pas réconforté parce que je peux pas les prendre dans les bras. C'est pas mon boulot, c'est le boulot de leurs proches. Mais par contre, je peux au moins dire ça. Et donc, c'est mieux, c'est aidant, ça les aide eux, elles, et ça m'aide moi. Parce que je me sens mieux. Parce que je peux parler un petit peu de moi, l'humain, et pas seulement être thérapeute. Je veux les aider parce que je suis un être humain qui veut aider d'autres êtres humains. Donc, ça s'exprime un peu dans ces mots-là. Donc, c'est aidant dans la thérapie. Et je sais que les psychanalystes et ceux qui sont d'orientation psychanalytique parmi les psychologues ont un problème avec ce truc-là. Mais franchement, même les études sont de mon avis sur la question. C'est mieux de se montrer humain, faillible et sensible parfois à nos patients. Ça les aide et ça nous aide nous. Donc, autant le faire. Voilà. Donc, moi, je le fais beaucoup. Je leur parle beaucoup quand elles sont passées depuis longtemps, je leur parle beaucoup des erreurs qui ressemblent aux leurs en disant « Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai traversé ça. Alors vous, c'est plus dur. Ou alors vous, ça a l'air plus facile que ce que j'ai vécu. Parce que vous le dites et pas parce que moi je le dis. Écoutez, on va trouver comment s'en sortir. Moi, je m'en suis sorti. Vous êtes sortis de trucs que j'ai pas encore vécu et je vivrai plus tard. Et vous me direz, ouais, c'était difficile, je sais, moi aussi, je suis passé par là. Et puis voilà, on peut être des êtres humains aussi, pas seulement des thérapeutes qui savent. Parce qu'on sait rien du tout, finalement, à la fin. Si jamais vous avez aimé les réponses que Victor a données à mes questions bizarres et que son approche vous intéresse et que ça vous a parlé, alors je vous mets son site internet dans la description, comme ça vous pourrez directement le contacter. Et en plus de ça, sa chaîne YouTube, qui devrait s'afficher quelque part à l'écran normalement, sur laquelle vous pourrez retrouver les contes thérapeutiques dont il parle dans la vidéo, et notamment mon petit préféré, c'est L'envol de Georges, à écouter quand vous allez vous coucher, parce que c'est conçu précisément pour endormir les insomniaques comme moi.